Tout le monde est là? Eh bien, écoutez, après ce déjeuner qui était somme toute, fort agréable, je vais demander à Roselyne Boucheron et à Valérie Shoppingmau de me rejoindre sur l'estrade pour un petit mot d'accueil. À l'heure de la digestion, on va essayer de remettre de l'énergie dans cet après-midi. Merci à ceux qui sont restés et merci à ceux qui nous ont rejoints. Alors, normalement, ils sont allumés. Est-ce que nos amis de la régie, alors parce que vous les avez pris, ils n'ont pas les... Non, n'y touchez plus. Est-ce que nos amis de la régie peuvent nous allumer le jaune et le... Ils sont jaunes tous les deux? Et non, il n'y a pas de numéro. Le HF1, le HF2, s'il vous plaît. Tu peux enlever ton masque. Bienvenue, allez-y, c'est à vous. Bon, rebonjour à tous. Donc cet après-midi, on va donc faire le bilan des filières, comme chaque année nous l'organisons. Cette année, la particularité, c'est que nous accueillons Mayotte, qui va vous faire un petit bilan aussi de ce qu'il fait à Mayotte. Voilà, donc je laisse la parole à Roselyne. C'est rapide. Voilà, bonjour à tous. Bonsoir Roselyne. Bonsoir. L'après-midi va être longue. Du coup, voilà, effectivement, comme l'a dit Valérie, cet après-midi, on va commencer par le bilan des filières REP. Donc, c'est effectivement un rendez-vous annuel qui est, je pense, attendu un peu par l'ensemble des acteurs des filières REP, que ce soit autant que ce soit les éco-organismes, que ce soit effectivement les détenteurs des déchets. Ça permet effectivement d'avoir justement, comme son nom l'indique, le bilan de l'ensemble des actions qui ont été menées durant l'année par l'ensemble des personnes. Voilà, donc effectivement, cette année, on a la chance d'élargir un petit peu ce bilan à l'ensemble de l'océan Indien, puisqu'on a Franck Toy qui va nous faire également le bilan de la situation à Mayotte. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Je me suis permis, sans votre autorisation, de demander, comme l'après-midi va être longue, de demander un peu de clim pour rafraîchir la salle. Et puis, d'ici une demi-heure, peut-être on l'arrêtera, sinon on va transpirer. 70 000 tonnes de déchets, c'est ce qui a été dit ce matin. C'est ce qui était collecté en 2020. Quand on m'a donné le chiffre, je me suis dit, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, j'en sais rien. En tout cas, ça fait quand même pas mal. Et j'ai noté le chiffre que disait ce matin le SGAR, avec pour objectif 10% seulement de déchets à enfouir. Alors c'est en 2035, je crois. Hein. C'est un bel objectif, il va falloir qu'on y travaille tous. En tout cas, la route est longue et l'objectif de ce début d'après-midi, c'est de retrouver nos intervenants de ce matin et de faire un point sur les filières. On va commencer donc en interfilière avec Mayotte, qui est venu nous rendre visite, qu'on n'a pas encore entendu ce matin. Je vais lui demander de me rejoindre, je ne le vois pas. C'est Franck Toy, il est où? Ah ben voilà. Bienvenue Franck. Merci, merci beaucoup. Vous avez des diapositives? Oui, je vous laisse les clés du magasin. Merci, micro, siège, zapette, c'est à vous, on se retrouve dans 10 minutes. En attendant que ça se mette en place, déjà, je tiens à vous dire merci. Merci pour l'accueil, merci au SICR, à l'ADEME Réunion Mayotte, la plateforme interfilière. C'est la deuxième fois que je viens à La Réunion dans le cadre du bilan des filières. La dernière fois, c'était en 2019. Donc, c'est toujours un plaisir de revenir. On va compter sur... Ah oui, parce qu'effectivement, le visuel est Bien sûr. difficilement visible du début de la salle, donc j'imagine au fond, on ne voit pas grand-chose. Bien sûr, quoi qu'il arrive, on pourra faire un commentaire un petit peu plus détaillé à l'intérieur de la présentation en elle-même. Donc, ce qui est intéressant en tout cas, ce qu'il faut remarquer en premier lieu, c'est le total des tonnages qui est en baisse globale finalement sur quasiment toutes les filières. Alors, 2020, année particulière, la crise sanitaire, comme ça a été le cas ici à La Réunion, ça a été compliqué pour beaucoup de filières, mais elles ont quand même continué à fonctionner. La seule filière pour laquelle on a une augmentation, c'est celle des D3E, avec une augmentation de 15%. Mais en dehors de cette filière-là, pour les autres, malheureusement, on a eu soit une stabilisation, comme c'est le cas pour la filière Citeo avec les emballages ménagers,
soit une baisse globale. Alors pour différentes raisons, et donc on pourra le voir un petit peu plus tard, on pourra voir en détail un petit peu plus tard le pourquoi du comment. Alors, si on peut passer à la présentation. Sur les diapos. C'est la régie, c'est le SICR, c'est vous Franck, non? Non, ce n'est pas moi, c'est du côté de la régie, il me semble. Ça, Okay, je crois que c'est ça, hein, c'est bien. Alors, je vais pour le coup me présenter. Franck Toy, gérant de Mahorais Territoire. Donc, comme vous le savez, j'anime le dispositif Mahorais de la plateforme interfilière depuis sa création. Donc, ce bilan pour 2020 à Mayotte, il va s'inscrire un petit peu vraiment dans la continuité de ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, peut-être il sera un peu moins optimiste parce que comme je vous l'ai dit juste avant, on est sur une baisse globale, mais je vais quand même revenir et un petit peu insister sur l'idée des atouts et des contraintes qui ont été évoquées ce matin. Effectivement, les DROMCOM, Mayotte, territoire un petit peu compliqué, les éco-organismes sont bien conscients de cela, mais en même temps, on a des atouts, mais surtout, et c'est sur ça que je veux insister, on a des acteurs, éco-organismes, acteurs locaux qui ont su et qui continuent à faire preuve d'adaptabilité. Parce que, pour parler rapidement du contexte, donc Mayotte, c'est un territoire qui, en termes d'infrastructure, est très loin derrière la Réunion, derrière la Martinique, derrière la Guadeloupe. Peut-être équivalent à la Guyane et encore, je pense que Mayotte est un petit peu derrière, mais on a des acteurs qui font vraiment preuve de beaucoup d'adaptabilité. Alors, rapidement, le sommaire, donc l'impact de la crise du contexte sanitaire en 2020, vraiment pour situer les choses. Ensuite, le bilan, et donc on reverra un petit peu filière par filière le pourquoi du comment de ces performances. En tout cas, on essaiera de l'expliquer en partie. Des initiatives, justement, au niveau des REP, que ce soit du côté des éco-organismes ou d'autres acteurs locaux, justement pour mettre en avant cette idée, cette faculté d'adaptabilité, qui est très importante au final à Mayotte, des opportunités pour le futur des REP à Mayotte, et puis, malheureusement, pour faire écho un peu à ce que je viens de dire, des filières qui, on va dire, traînent encore un petit peu des pieds. Je pense que c'est important d'en parler aussi. Alors, très rapidement, les chiffres, les chiffres liés au Covid-19 à Mayotte, 20 205 cas, 177 décès. Donc, on est sur des chiffres, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, relativement bas. La situation aujourd'hui à Mayotte est un petit peu différente de ce qu'on a pu connaître ici à La Réunion récemment ou ce qu'on connaît du côté des Caraïbes. On va dire qu'aujourd'hui, par rapport à la crise sanitaire, on n'a pas de blocage dans le fonctionnement intérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas, aujourd'hui, on n'est plus confiné, les activités peuvent reprendre. Ceci dit, cette crise sanitaire a quand même généré des blocages ou du moins des difficultés supplémentaires en termes de collecte au niveau du fonctionnement des infrastructures qui ont été ralenties, mais aussi en termes d'exportation des déchets. Et ça, on le verra notamment sur certains chiffres pour certaines filières qui ont dû composer justement avec cette crise sanitaire et qui ont vu leurs chiffres chuter, soit parce que les dispositifs fonctionnaient moins bien, soit finalement parce qu'ils n'ont pas pu exporter ou transférer les déchets pour qu'ils puissent être traités. On verra, il y a certains éco-organismes, dans la manière dont ils comptabilisent justement les chiffres, eh bien, ils comptabilisent les chiffres ils comptabilisent les tonnages, à partir du moment où ceux-ci ont été collectés, transférés et recyclés. Donc, vous verrez qu'il y a certaines filières qui, finalement, présentent une chute de 100%, alors que c'est simplement parce qu'on n'est pas encore justement sur des tonnages qui ont été récupérés récupérés et recyclés. Alors, de façon globale, donc, comme je le disais tout à l'heure, peu de filières en progrès, uniquement la filière des 3E, 15% d'augmentation. Les autres sont, pour certaines, légèrement en baisse, comme la filière des emballages ménagers, avec 2%, on le verra plus tard.
et d'autres filières qui finalement ont vraiment subi le contre-coup de cette crise sanitaire. Donc globalement, moins 7%, on reste sur des chiffres modestes et clairement, les éco-organismes eux-mêmes ne sont pas satisfaits de ces chiffres-là et on sait, on a eu des discussions par rapport à ça. Il va y avoir de nouveaux efforts qui vont être faits pour trouver des solutions pour augmenter ces tonnages-là. Alors, cher Franck, vous êtes juste à la moitié de votre intervention, c'est pour que vous sachiez. Ça va aller très vite, ne vous inquiétez même pas pour ça. Alors, donc, on va y aller filière par filière. La filière d'Astri, des DASRI pour les patients en autotraitement, pardon. C'est une filière pour le coup qui a dû faire preuve d'adaptabilité puisque le contexte a été assez difficile du fait de changements au niveau du prestataire de collecte, au niveau de la filière dans son fonctionnement opérationnel. Et donc là, on observe une baisse de 16%. La filière de Valdélia, qui elle aussi, pour le coup, a subi un peu le contre-coup de la crise sanitaire, on est à moins 75%. Donc, je disais tout à l'heure, les D3E, la seule filière qui a augmenté et en 2021, on est sur la même dynamique, on va continuer à progresser. Les emballages ménagers, quasi stables. Alors là, il y a pas mal d'actions aussi qui sont prévues, notamment la densification du parc des bornes pour augmenter la collecte. Alors, les lampes, tout comme les MNU et juste après les panneaux photovoltaïques, alors là, pour le coup, on a une baisse de 100%, mais ça se justifie par le fait que ce sont des déchets qui ont été collectés, mais qui n'ont pas encore été exportés, qui sont en attente d'exportation. Corépil, alors là, on a une baisse de 88%. On était déjà sur des chiffres assez faibles. Là, on a encore diminué. Clairement, il y aura aussi beaucoup de travail à réaliser pour redynamiser cette filière. Les pneumatiques usagées, tout comme les batteries, on tombe finalement à 100%, à une baisse de 100%, simplement parce qu'on est sur des filières qui sont bloquées aujourd'hui opérationnellement et pour lesquelles aussi on devra trouver des solutions. Alors, ceci étant dit, même si cette année 2020 a été compliquée, il y a quand même eu des initiatives qui justement ont permis de soit maintenir à flot, soit d'atténuer la baisse, soit d'augmenter finalement les tonnages. Donc on a Valdélia qui a lancé un AMI par rapport aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'idée était vraiment de créer un lien avec ces acteurs-là et de mettre en place un dispositif opérationnel qui permettrait de capter plus de flux. On a Écosystème qui a mis en place des collectes de proximité, déployé aussi un dispositif de collecte dédié aux distributeurs et aux détenteurs qui aujourd'hui continuent d'avoir un impact positif. Donc d'Astri, on en parlait tout à l'heure, un nouveau dispositif opérationnel, un dispositif qu'il a fallu repenser, parfois dans un environnement hostile, entre guillemets, mais finalement, on réussit à avancer, en tout cas d'Astri a réussi à avancer là-dessus. Et le dispositif est aujourd'hui fonctionnel. Citeo, par exemple, avec sa plateforme Kitry.com, dont le concept est de mettre en relation des collecteurs, des prestataires de collecte avec des détenteurs de façon directe, de manière, justement, par un jeu d'offres et de demandes, mais de pouvoir répondre aux besoins. Et Cyclamed qui a lancé un état des lieux. Un état des lieux alors, de l'aspect opérationnel de sa filière, qui va justement, je pense, révéler des pistes de réflexion intéressantes pour augmenter la collecte, notamment au niveau de la sensibilisation. Sur le territoire de Mayotte, et même de façon plus globale, je pense, on a pas mal d'opportunités finalement pour développer les REP, sur lesquels les éco-organismes pourront et vont s'appuyer sans doute d'ailleurs pour pouvoir développer leur filière. L'obligation de reprise à 1 pour 1, on en a parlé tout à l'heure, qui va se généraliser à différents flux. Ça va être intéressant justement pour permettre à des filières comme celle d'écomobilier de pouvoir se déployer. Le lancement des fonds de réemploi et de réparation aussi, qui vont permettre à de nouveaux acteurs de rentrer dans la danse et justement d'apporter de nouvelles solutions en termes de prévention. Les dispositifs de résorption de dépôts sauvages qui vont permettre d'accompagner les communes notamment dans tout ce qui va être salubrité urbaine. Ça va être aussi très intéressant comme dispositif opérationnel sur lequel s'appuyer. L'appel à projet économie circulaire que l'ADEME a lancé récemment, et pour le coup, l'ADEME a reçu
20 dossiers, une vingtaine de dossiers, ce qui est très intéressant. Je pense que c'est la première fois à Mayotte qu'on a autant de dossiers. Ça montre qu'il y a justement beaucoup d'acteurs locaux qui ont envie de s'investir, qui sont prêts à proposer des choses, qui ont des idées. Et il y aura un travail d'accompagnement aussi intéressant à mener avec ces acteurs-là. Des institutions comme la DEAL Mayotte qui offrent un appui opérationnel quand c'est possible pour aider des filières, exactement comme la plateforme interfilière le fait, des filières qui ne sont pas encore opérationnelles sur le territoire. C'est intéressant pour elles justement d'avoir des acteurs qui peuvent les appuyer opérationnellement. Les intercommunalités qui développent des dispositifs alors REP compatibles, c'est-à-dire qui facilitent justement pour les REP la possibilité de capter des déchets. C'est le cas, je parlais des collègues de proximité pour écosystème à Mayotte. On a parlé de la Martinique très rapidement ce matin, qui a déployé aussi des collectes de proximité multiflux. Donc ça, c'est un dispositif opérationnel très intéressant pour Mayotte. Et donc, je reviens pour conclure vraiment sur cet aspect adaptabilité. La filière des DDS, une demande très forte à Mayotte. Alors, ce n'est pas pour stigmatiser cette filière, mais c'est un exemple qui est assez criant. Et je pense que c'est important justement de porter ce message. Je ne sais pas si EcoDDS sera avec nous cet après-midi, mais c'est vrai, Mayotte, c'est un territoire qui est compliqué. Je pense que c'est le cas de la Guyane et certains autres territoires. Mais même si on galère, on peut toujours, simplement en s'asseyant, en réfléchissant à des possibilités opérationnelles un peu différentes, on peut trouver des solutions. Je pense qu'on a dépassé le stade où les acteurs restent dans leur coin, chacun se dit « ouais, l'autre ne vient pas, on se débrouille tout seul » ou l'autre qui dit « non, mais c'est trop compliqué, je ne veux pas y aller ». Donc, je crois qu'il va y avoir… Il y a des éco-organismes qui ont pris le pli, qui ont déjà montré l'exemple là-dessus, et il y en a d'autres qui, on va dire, qui traînent un petit peu des pieds. Je pense que c'est important que tous ces éco-organismes puissent justement prendre ce train-là en marche, parce qu'on a de belles opportunités justement sur le territoire pour développer les filières. Merci. Merci beaucoup, Franck. Merci d'avoir joué le jeu. Alors cet après-midi, on vous avait dit, on laisse place à l'échange. Peut-être qu'on peut déjà imaginer si l'un ou l'une d'entre vous dans la salle a une question à poser. On peut prendre une ou deux questions rapides suite à l'intervention de Franck Toy sur Mayotte. Je vois que vous avez les manches relevées. Franck, c'est symboliquement ce qu'il faut faire. Il y a du travail. Donc la première question étant toujours difficile, je vous invite directement à passer à la seconde. Non, c'est la phase de digestion. Gardez vos questions pour tout à l'heure, on aura de quoi échanger. Merci Franck, merci beaucoup. On va laisser le micro à Sandrine Sinapayel pour faire un point maintenant pour la réunion au nom du SICR qui assure l'interface entre le prestataire, les éco-organismes, producteurs, distributeurs et collectivités. C'est à vous. Merci, bienvenue. Alors peut-être je vais vous donner, si vous permettez, à tous les intervenants qui vont se succéder, un petit tuyau par rapport à ce matin, parce que ce matin, chacun venait avec ses notes et vous regardiez la salle. Comme vous êtes filmé, puisqu'on est en visio, il est plus agréable pour les gens qui vous regardent de voir votre visage. Donc vous avez des écrans de contrôle pour suivre vos diapos et ça vous évite de vous retourner et de les regarder derrière. Ok, bonjour à tous. Comme chaque année, le SICR effectue le bilan des filières REP. Donc l'année dernière, on n'avait pas pu le faire à cause du Covid. Et cette année, du coup, on l'a remis en place. Donc, alors, comme avait dit Mayotte, en 2020, on a eu un contexte très particulier, que ce soit en métropole, mais également dans tous les DOM. Donc, on a eu le contexte avec deux épidémies qui étaient en circulation sur notre territoire. Donc, quand on a eu le confinement à La Réunion, il n'y avait pas vraiment de cas Covid. Il y en avait quelques-uns, mais ce n'était pas très, très fort. Ce qu'on avait, nous, en même temps, c'était l'épidémie de dengue qui a eu aussi un impact sur l'activité de collecte derrière. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un mot sur ces deux épidémies, parce qu'il faut savoir que pendant l'épidémie du coronavirus, lorsque le gouvernement a décidé de fermer les activités au courant de mars, on a dû prendre contact avec tous les opérateurs économiques et ainsi que toutes les collectivités pour pouvoir déstocker tous les flux qu'ils avaient pour, lorsque le confinement, lorsqu'on aurait été déconfiné, on aurait pu reprendre la collecte sans aucun problème. Donc c'est ce qu'on a fait avant le confinement. Et pendant le confinement, avec l'aide des collectivités, on a fait des ramassages sur certaines déchetteries qui étaient ouvertes ou pas. Donc voilà.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Covid a eu un impact, que ce soit à l'importation, mais également il y a eu un impact énorme sur la filière déchets, notamment au niveau des exportations. On a eu des perturbations pendant le confinement, parce que comme vous le savez, la plupart des territoires étaient fermés, donc les ports étaient fermés, ce qui a créé une réelle perturbation logistique et portuaire au niveau des ports des pays qui accueillaient nos déchets. Il y a eu des augmentations de frais au niveau des exportations, et on a eu aussi énormément de difficultés, notamment les opérateurs, les collectivités et plein d'autres structures, à s'équiper en EPI pour pouvoir continuer leurs activités. À l'issue du déconfinement, la situation a perduré dans la mesure où ce qui s'était passé pendant le confinement a continué à se mettre en place, entre guillemets, et on a eu encore des perturbations au niveau des exportations. Il y a eu des annulations ou des reports des exportations qui a fait que la situation qu'on connaît aujourd'hui, on l'a connue il y a un an de cela, quasiment au courant septembre, où pendant quelques jours, on a eu un arrêt de collecte concernant les déchets dangereux parce qu'on ne pouvait plus les exporter. Alors, comme je vous ai dit, cette situation perdure et se dégrade de plus en plus en 2021 parce qu'il y a un vrai dérèglement du trafic maritime mondial qui a un impact sur tous les territoires, mais notamment au niveau de l'océan Indien, qui est un tout petit pays, et du coup, où on a peu de retours de bateaux. Ils vont le remettre en place prochainement, mais on attend de voir. Et il y a également, et on a depuis fin juin, une grosse difficulté au niveau des exportations où on ne peut plus exporter les déchets dangereux du territoire. Donc on demande aux entreprises, aux collectivités de pouvoir stocker chez eux les déchets et on demande aussi, avec parcimonie, de demander à la population en fait, de pouvoir garder leurs déchets dangereux chez eux le temps que la situation puisse être résolue. Donc, pourquoi je vous parle de ça et je mets un accent sur cette thématique, c'est parce que les exportations, on sait bien qu'il est préférable de valoriser les déchets sur le territoire, et c'est ce que souhaitent l'ensemble des éco-organismes, mais il est vrai que pour certains types de déchets, on n'a pas forcément le volume nécessaire qu'il faut, et du coup, on n'a pas d'autre choix que d'exporter nos déchets pour valorisation. Donc, si on a des soucis dans l'exportation, ça va avoir un impact direct sur la pérennité des filières et le service de collecte qu'il y a derrière. Donc, je voulais aussi vous informer qu'il y a une table ronde qui aura lieu à partir de 16h sur cet enjeu pour débattre justement sur cette problématique d'exportation de déchets dangereux. Alors, pourquoi je vous parle ensuite de l'épidémie de dengue ? Alors, comme je vous ai dit, il y a eu énormément de cas de dengue durant le confinement. Donc, les collectivités, même si les déchetteries étaient fermées, ils ont continué à offrir un service de collecte par rapport aux encombrants et aux dépôts sauvages, où on retrouvait certains types de déchets. Donc, on a convenu avec chaque collectivité, en fonction des situations des uns et des autres, de pouvoir aller récupérer les D3E et d'autres déchets directement auprès d'eux, soit auprès de déchetteries qu'ils ont ouvertes juste pour nous, pour qu'on aille venir collecter, ou via d'autres systèmes de procédure. Mais il y a eu une entente, un échange qui s'est fait entre les éco-organismes, les collectivités et les prestataires pour que cela puisse se faire et qu'il y ait qu'il y ait une réponse intelligente par rapport au territoire et à la situation qu'on vivait à cette époque-là. Donc, il y a eu une forte mobilisation des parties prenantes durant l'année 2020. Par rapport au Covid, les opérateurs économiques ont eu énormément de difficultés à exporter leurs déchets, que ce soit dangereux ou non dangereux à cause de la fermeture des ports. Du coup, en mars 2020, il y a eu un courrier qui a été co-signé par les opérateurs économiques et le SICR pour alerter les pouvoirs publics sur les difficultés qu'ils rencontraient à cette période. On a aussi une grande implication de la part de l'ensemble des parties prenantes, et je tenais justement à les remercier parce que le bilan que je vais vous présenter juste après, c'est l'effort de tous. Il y a eu l'effort des éco-organismes
qui ont entendu, qui ont été en lien avec leur facilitateur de manière à ce qu'ils répondent à la situation de chaque territoire. On a été aussi en lien avec les prestataires qui, malgré toutes les contraintes qu'ils pouvaient avoir, ont fait de leur mieux pour collecter par rapport au contexte sanitaire. Les collectivités avec qui on a travaillé en bonne intelligence pour essayer de résoudre tous les problèmes qu'il pouvait y avoir, que ce soit par rapport à la dengue, par rapport au Covid ou par rapport à d'autres situations. Le SICR qui, bien évidemment, veille au fonctionnement des filières en lien avec l'ensemble des acteurs et les éco-organismes, et également tous les détenteurs qui ont continué à solliciter et à utiliser les filières malgré tout ce qui a pu se passer. Donc, pendant que les filières étaient à l'arrêt, nous, on les informait de la situation, et dès qu'on a pu reprendre les collectes, on les a recontactés un par un pour que cela puisse se faire et qu'ils puissent réactiver leur demande de collecte. Chère Sandrine, il vous reste une grosse minute. Ok, je vais faire juste c'est très rapide. Alors, au niveau de la cartographie, donc c'est ce que je vous ai dit, en fait, c'est en gros comment ça s'est passé sur toute une année. Donc, il y a eu des arrêts pendant quelques périodes durant toute l'année, et ensuite, on a essayé de remobiliser les acteurs pour reprendre les collectes. Donc, pour finir, je vais vous faire brièvement le bilan chiffré, et je laisserai la place aux éco-organismes qui vont parler de leur bilan, de ce qu'ils ont fait en 2020. Donc, d'une manière générale, à La Réunion, le bilan est plutôt positif. On a, bien que pour certaines filières, il y ait eu quelques baisses liées au Covid, la plupart des éco-organismes ont progressé et ont continué à mener des actions auprès de leurs parties prenantes pour essayer d'augmenter les volumes. On a mené plein d'actions, que ce soit pour la filière des 3E, pour la filière d'Astri, la filière des médicaments et plein d'autres filières. Et je voulais juste mettre un accent sur deux filières, notamment la filière portée par Écosystème sur la filière des lampes, où il y a une progression de plus 65% qui est due aux chantiers qui sont menés par rapport aux contrats d'économie d'énergie, donc les CEE, où depuis 2019, le territoire change des milliers de lampes sur le territoire. Donc, pendant le Covid, on a fait au mieux pour essayer de répondre à la situation et essayer de reprendre tous les chantiers qu'il y avait sur le territoire. Et un petit mot aussi par rapport à Val-d'Elia, qui lui a connu une baisse énorme, parce que c'est la filière qui a été la plus impactée par le Covid, parce que pour la filière Val-d'Elia, pour qu'on puisse aller récupérer les déchets, il faut qu'on puisse avoir les produits neufs. Et comme il y avait des soucis d'importation, donc on ne pouvait pas récupérer les mobiliers anciens tant que les mobiliers neufs n'étaient pas arrivés sur le territoire. D'où, du coup, il y a eu énormément d'impact pour cette filière. Il y a eu une baisse de moins 54%. Donc voilà, je vais laisser ensuite la parole aux éco-organismes pour qu'ils puissent faire le bilan de leur filière sur 2020 et parler également des perspectives des nouvelles filières pour les années suivantes. Merci beaucoup, Sandrine Sinapayel. De rien. Technicienne, vous l'avez compris, des filières REP au sein du SICR. Alors, on va reprendre le petit jeu de ce matin, si vous le voulez bien. Je vais rappeler les éco-organismes qui sont présents à nous rejoindre sur l'estrade. On va garder le micro. Et puis, on va se rebrancher en visio avec nos interlocuteurs métropolitains. Et on va engager cette deuxième séquence. Donc, je rappelle Laurence Bourré, Hervé Grimaud, qui est tout près, Philippe Maucan, que j'ai vu encore tout à l'heure, et qui va peut-être intervenir en premier, parce que je crois qu'il a des obligations, Marie-Ève Fermé, Nicolas Defresne et David Pince-Poche. Merci de me rejoindre, s'il vous plaît. Donc la règle du jeu est la même que ce matin. Si vous souhaitez intervenir de vous au pupitre parce que vous avez des éléments à présenter, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des diapos, il y a une zapette qui est à votre disposition. Et donc, on va peut-être commencer, comme nous en étions convenus tout à l'heure, avec Philippe Maucan. Allez, rejoignez-nous. Je suis désolé pour le diaporama, si ce n'est pas dans l'ordre que vous aviez prévu. Non, ce n'est pas grave, on va prendre une petite seconde pour régler ça. Parce que Philippe m'a demandé si après il pouvait partir discrètement, parce qu'il a autre chose à faire.
Donc je vous propose, c'est qu'on entende l'ensemble des éco-organismes et après, on a une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour les échanges, répondre à vos questions. Donc notez vos questions au fur et à mesure, vos questions, vos interventions, vos réflexions, ce que tout cela vous inspire, et on gardera du temps pour cet échange. On est calé? Voilà, donc c'est la même règle que ce matin. Ne vous asseyez pas, j'enlève le tabouret. Hein. C'est parti, si ça marche. En attendant, si vous avez quelque chose à nous chanter, vous êtes le bienvenu. Qui est-ce qui voulait chanter au SICR tout à l'heure? C'est bon. Ouf, j'ai échappé. Merci. Nous aussi, merci. Surtout ça, oui. Ce matin, je vous ai parlé des enjeux pour Citeo sur les territoires ultramarins. Là, on va faire un focus plus spécifiquement sur la Réunion. Donc, hop, non, ça ne marche pas. Ah si. En 2020, donc, la Réunion n'est pas un autre, typiquement comme tous les territoires ou tous les départements de métropole et d'outre-mer, c'est qu'on a vu en 2020, cause Covid, crise Covid aidant, on a vu une stagnation des tonnages collectés et recyclés. C'est vrai que Citeo en général communique uniquement sur des tonnages recyclés, triés et recyclés. Et donc la Réunion, malheureusement, comme tous les autres départements, a vu les tonnages recyclés qui ont stagné sur 2020. Donc néanmoins, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a eu quand même 31 000 tonnes d'emballage et de papier qui ont été collectés et recyclés sur le territoire. Après, vous avez les détails, dont 14 000 tonnes de verre, 9 000 tonnes d'emballage léger et 8 tonnes de papier. Ce qui fait que ça fait une performance d'environ 37 kg par an par habitant sur le territoire de la Réunion. Il faut savoir que l'ensemble de ces emballages, actuellement, est exporté pour assurer le recyclage. Le verre part en Afrique du Sud. En général, c'est la destination pour recycler, pour assurer dans un four verrier. Et suivant le type d'emballage, les plastiques vont plutôt vers la Turquie. Le PET va plutôt vers la Turquie. Et concernant les cartons, ça va plutôt vers l'Asie du Sud-Est. Et les métaux, ça va plutôt vers l'Inde, actuellement. Et concernant les papiers, là, je dirais c'est aux collectivités locales qui sont en charge d'assurer la reprise et de trouver leur destination sur les différents papiers. Alors, ça, c'était le bilan de l'année 2020. Ce qu'on peut noter, nous, c'est plutôt parler des perspectives sur 2021 et l'engagement qu'on a. Je vous parlais ce matin qu'on va venir doper la performance sur les territoires. Donc, ce qu'on a travaillé avec l'ensemble des collectivités, c'est qu'on va investir pour mener à bien ce qu'on appelle des projets d'amélioration de la performance. Donc, on a œuvré pendant toute l'année 2020 à construire des projets où Citeo vient accompagner d'une manière à la fois en termes de gestion de projet, mais en termes aussi financiers, à l'amélioration de la performance sur les territoires. Donc, il y a 25 projets qui ont été identifiés par les collectivités. Il y a 10 actions de densification. Donc là, on va venir financer des bornes de collecte, pour être très, très clair. On a des actions autour de la mobilisation locale, donc, qui sont spécifiques par rapport aux collectivités. 5 actions de primo-desserte, parce que oui, il y a encore sur le territoire de la Réunion des endroits où la collecte sélective, les gens ne sont pas desservis en collecte sélective, donc on va travailler sur la primo-desserte. Et après, on va mener des actions aussi d'expérimentation, parce qu'on sait bien que le bac jaune ne fait pas tout en termes de collecte. Il faut aussi trouver des moyens pour collecter davantage et mieux, et donc expérimenter des moyens de collecte supplémentaires. Ça représente 7,6 millions d'euros qui seront investis par Citeo à destination des collectivités, dont 60% qui sera financé sur l'année prochaine. Je vous disais, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un engagement de l'ensemble des citoyens. Donc ce que nous, on appelle dans le jargon la mobilisation territoriale. Donc là, Citeo, je vous parlais d'une enveloppe de 3 millions d'euros qui sera investie par Citeo l'année prochaine sur l'ensemble des territoires ultramarins. On va venir travailler avec une agence réunionnaise qui s'appelle Sachi Sachi pour établir une campagne de communication qui aura lieu d'ici la fin de l'année et qui sera diffusée sur l'ensemble du territoire de la Réunion. Et il y aura un plan d'action spécifique qui aura lieu sur toute l'année 2021. Et enfin, là on parle d'augmenter la performance, mais également on va développer, parce que c'est un engagement aussi de la part de Citeo, on va développer la valorisation locale, parce que, comme je l'entendais ce matin, il y a beaucoup de conteneurs maritimes qu'on envoie à l'export. On va essayer de se concentrer avec les différents acteurs locaux et les industriels pour faire en telle sorte qu'on crée de la valeur sur le territoire. Donc on va lancer un appel à manifestation d'intérêt, ou vulgairement un appel à projet qui sera lancé l'année prochaine, non, plutôt au mois d'octobre, et qui pour permettre à des porteurs de projets qui sont
adapté au territoire, de trouver des solutions de valorisation. On a déjà des projets qui sont identifiés, mais là, on cherche d'autres porteurs de projets. Et c'est pour ça qu'on va lancer cet appel à la manifestation d'intérêt d'ici la fin de l'année. Et ça aura lieu pendant toute l'année 2022. Je crois que j'ai terminé. Ouais, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Vous avez fini pile poil sur le gong. C'est vraiment computerized, hein, c'est parfait. Merci infiniment, Philippe. Donc, si vous avez besoin, on vous libère et on vous remercie d'avoir été là. On va reprendre l'ordre chronologique de la présentation de nos intervenants et on va retrouver Laurence Bourré pour Dastri. C'est à vous pour un point sur cette filière. Vous avez des diapos également? Oui, tout à fait. Vous êtes chez vous. Ou presque. Donc, j'ai déjà présenté un certain nombre d'éléments ce matin. Pour ceux qui nous ont rejoints cet après-midi, je referai un tout petit point sur comment fonctionne la filière. Donc, j'ai 4 diapositives. Merci beaucoup. Donc, pour faire très court, ce dispositif s'adresse à des personnes qui se soignent à leur domicile et qui sont en autotraitement. Donc, l'essentiel de ces personnes sont atteintes de pathologies longue durée de type diabète. Donc, elles se rendent en pharmacie, elles demandent au pharmacien, voire le pharmacien leur propose une petite boîte jaune à couvercle vert qui leur permet de stocker leurs déchets en sécurité à la maison. Et une fois remplie, elles la ramènent donc à la pharmacie et nous organisons la collecte et le traitement. Donc, 2 modalités de traitement donc réglementaires, l'incinération dans des conditions spécifiques. Ça peut aller en co-incinération avec des déchets ménagers, mais selon des conditions particulières, et le pré-traitement par désinfection. Et sur l'île de la Réunion, c'est le type de traitement auquel nous avons recours, puisqu'il n'y a pas d'incinérateur. Passez la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, quelques données chiffrées. On a 12 catégories de dispositifs médicaux concernés. Donc, ça va de la lancette pour prélever une goutte de sang et surveiller son taux de glycémie à la pompe à insuline, patch, ou au stylo donc, que les patients utilisent pour s'injecter de l'insuline. Au niveau national, on a 21 pharmacies, 21 000 donc pharmacies qui sont impliquées dans le réseau de distribution de ces boîtes et de collecte. Et sur l'île, on a 246 pharmacies. La loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, impose à toutes les pharmacies de s'impliquer dans le réseau, que ce soit de distribution ou de collecte donc, de ces dasseries. 810 tonnes nettes collectées, donc au niveau national, je l'ai évoqué ce matin, un peu moins de 10, donc 8,8 pour la Réunion. 3 millions de boîtes distribuées sur l'ensemble du territoire national, un peu moins de 50 000, 44 000 pour la Réunion. On a organisé 900 collectes donc, sur l'ensemble du territoire l'année dernière, 60 000 au niveau national, et on est à 47% de taux de collecte, je l'ai évoqué ce matin, versus 83 au niveau national. Sur le gisement de référence, on a un sujet sur le territoire, puisqu'on a travaillé avec l'ensemble des autres territoires ultramarins, avec la CGSS, pour affiner le gisement de référence. Il est vraisemblablement sous-estimé. Donc, on a travaillé cette semaine avec l'ARS, sous l'égide de l'ARS, avec la CGSS. Ces taux seront certainement revus à la hausse d'ici la fin de l'année. Il n'empêche qu'il y a encore des progrès à faire, une marge de progrès significative pour atteindre le niveau, la moyenne nationale en termes de taux de collecte, puisqu'il ne faut pas oublier que si ces déchets ne rejoignent pas la filière agréée sécurisée, sont des déchets qui vont ailleurs et qui créent des accidents, notamment des accidents d'exposition au sang. Et les centres de tri nous interpellent quand ils retrouvent des seringues ou des stylos sur les tapis. On peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, en termes de perspective, je vais faire une petite parenthèse sur Mayotte. Donc, Franck vous a présenté l'ensemble des filières. Sur Mayotte, pour les dasseries, en 2021, ce sera plus de 200% de déchets d'activité de soins risque infectieux collectés. Donc, on a eu un souci. J'ai aimé l'expression de Franck, un environnement hostile. On a en fait un marché qui s'est révélé infructueux. Donc, un seul opérateur sur l'île. Cet opérateur ne répond pas à l'appel d'offres. Nous sommes coincés, ça fait partie des difficultés auxquelles sont confrontés les éco-organismes. Donc nous n'avons pas collecté pendant un an, on s'est bien rattrapé puisque cette année on sera à plus de 200%. Donc dans les perspectives également de nouveaux dispositifs médicaux perforants associés à une carte électronique et des piles, on appelle ça les dasseries avec électronique. Et la Réunion a été pilote sur ce sujet, donc dans le cadre d'une expérimentation menée l'année dernière et cette année.
Donc c'est le seul territoire ultramarin sur lequel on a organisé la collecte et le traitement de ces dispositifs médicaux qui sont issus d'une rupture de technologie qui change vraiment significativement la vie des patients, qui leur permettent d'améliorer leur pathologie, mais qui sont un vrai challenge pour des filières comme les nôtres, puisqu'on est à la croisée de deux ensembles de règles, la santé qui nous demande de les incinérer et l'environnement qui nous demande de les recycler. Chère Laurence, vous allez me détester, mais nous y sommes. Nous y sommes, donc on va juste conclure sur la dernière diapositive, donc sur le contexte de pandémie où l'éco-organisme a été appelé en renfort donc, de l'engagement des pharmaciens dans le cadre de la campagne de vaccination Covid et de dépistage Covid, activité donc hors agrément de l'éco-organisme qui vient donc en soutien de l'engagement des pharmaciens. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. On retrouve Hervé Grimaud pour Écosystème et les D3E. C'est à vous Hervé. Pareil, micro, zapette, diapo. Non, on a encore besoin de vous tout l'après-midi, puis même pour les années qui viennent. Oh, vous êtes gentil, il y a plein de gens qui vont faire mieux. Oh, moi j'ai juste une image, vous me la mettez. Tenez, Valérie, vous êtes plus forte que moi. C'est l'humain. Ben voilà, elle est là, super. Je vais dire deux choses. Une, on ne fait pas sans l'être humain, c'est du collectif, j'ai déjà dit, je le redis. On a besoin d'une implication de tous. On a besoin de faire attention aux plus démunis, aux plus fragiles d'entre nous. Et on a fait ce pari chez Écosystème de s'intégrer complètement dans cette logique de solidarité. On s'occupe du déchet, on le fait ensemble et on le fait avec les gens qui sont, je dirais, les plus fragiles d'entre nous. Et sur le territoire mahorais, tout à l'heure, Franck a évoqué, malgré une année 2020 fortement marquée par la crise Covid, qui a énormément perturbé tout ce qui était collecte, on a quand même réussi à augmenter sur les D3E. Et je ne m'en félicite, enfin je suis heureux que ce soit le cas, mais tout le crédit est à donner aux Mahorais eux-mêmes qui, avec notre aide, avec l'aide de Franck, avec l'aide des opérateurs qui se trouvent sur le territoire mahorais, se sont mis à déployer ce que nous appelons des collectes solidaires, c'est-à-dire qu'un jour, à un lieu donné, on donne rendez-vous aux habitants, on y va avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, on y va avec des opérateurs de gestion des déchets, on y dépose une benne, on permet éventuellement de récupérer des produits qui peuvent encore être réparés et ensuite être réutilisés par d'autres personnes. Et c'est toute cette dynamique qu'on essaye de créer autour de ça qui génère à peu près 3-4 tonnes à chaque fois qu'on fait une opération. Donc ce n'est pas symbolique, ce n'est pas de l'image, c'est du concret. Et on pense capitaliser sur ce type de procédé pour déployer la collecte au plus près des habitants sur des territoires où on ne dispose pas de déchetterie en nombre suffisant, où les habitants ne disposent pas de véhicules pour emmener jusque dans les déchetteries leurs produits, où les distributeurs ne sont pas organisés. Alors en métropole, on connaît des distributeurs très bien organisés qui, lorsqu'ils vous livrent un réfrigérateur usagé, vous reprennent vous reprennent le réfrigérateur usagé. Ça marche beaucoup moins bien sur votre territoire, on le sait, pour tout un tas de raisons. Et donc on pense que c'est aussi un moyen, ça, en allant au plus près des habitants, de pallier à ce problème. Deuxième chose que je voulais vous dire, et là je vous renvoie un petit peu à ce que dit tout à l'heure Sandrine sur la Réunion et les lampes qu'on a réussi à collecter en quantité l'an dernier liées à des opérations de l'État de soutien du remplacement des lampes les plus énergivores par des lampes à économie d'énergie. Je pense que nous tous, pour ce que nous sommes, nous nous réunissons très régulièrement dans ce genre de colloques pour dire tout ce que les consommateurs devraient faire comme effort, tout ce que les distributeurs devraient faire comme effort, tout ce que les autres devraient faire comme effort pour collecter mieux et plus. Vous êtes tous ici des professionnels, certains au titre de collectivités territoriales, d'administration, d'opérateurs de gestion des déchets, et vos déchets à vous. Est-ce que vous êtes sûr que dans vos entreprises, vous avez fait ce qu'il fallait pour que vos déchets professionnels soient recyclés? On peut parler du mobilier, nous avons des collègues qui les représentent. Je vais parler des équipements électriques qui ne sont pas l'exclusivité des particuliers. Nous avons tous, dans nos entreprises, des choses à faire. Et malheureusement, nous constatons tous les jours, et je vais vous faire un aveu, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, nous-mêmes, tout éco-organisme que nous sommes, nous battons tous les jours pour faire évoluer les pratiques dans l'immeuble où nous sommes. Il y a d'autres entreprises et qui n'arrivent pas à prendre le pli de choses qui nous paraissent simples et dont on dit que tous les consommateurs devraient en faire leur quotidien. Eh bien, nous avons des efforts à faire aussi. Et ces efforts, je vous appelle à les faire et à nous challenger pour qu'on mette à votre disposition ce qu'il faut pour que vous puissiez les faire dans de bonnes conditions. Voilà, merci d'avance pour votre aide à tous.
Merci beaucoup Hervé. Ne partez pas trop loin, vous savez qu'on va vous retrouver tout à l'heure. On repasse en visio, on va se livrer de nouveau à cet exercice que la technologie permet. Et on va redonner la parole à Nadine Chaya. Est-ce que vous êtes parmi nous, chère Nadine? Là, vous m'entendez? Ah, on vous entend et puis on vous voit toujours à la plage, c'est réjouissant. Eh ben oui. Merci à vous. Donc, avant de vous parler des chiffres de la collecte cyclamètre sur la Réunion, je voulais vous parler de 2 études qu'on réalise. La première, c'est l'étude gisement. L'étude gisement qui nous permet d'évaluer le gisement des médicaments non utilisés chez les particuliers. Donc, avant 2020, en fait, c'était une étude qu'on réalisait tous les 2 ans. Et c'était un enquêteur, en fait, qui allait en présentiel chez le particulier pour peser l'armoire à pharmacie et séparer les MNU des non-MNU, ce qui nous permet d'évaluer notre gisement de médicaments non utilisés. Et à partir de 2020, nous avons décidé en fait que cette étude sera réalisée tous les ans et nous avons intégré aussi les territoires d'outre-mer, notamment la Guyane, Martinique, Guadeloupe et la Réunion. Et à cause de la crise Covid, nous avons été obligés en fait de revoir notre protocole d'enquête qui est désormais 100% en ligne. Donc il y a toujours un enquêteur, mais qui va assister en fait le particulier à faire cet ensemble de mesures de pesée. Donc, le gisement en 2020 des médicaments non utilisés, il s'élève à 19 980 tonnes, dont 530 tonnes qui sont à l'outre-mer. Comparé, on ne peut pas très bien le comparer à celui de 2019 parce que 2019, l'outre-mer n'était pas intégré, mais je vous donne quand même le chiffre, on était à 17 300 tonnes. On observe cette augmentation du gisement, quoi qu'il arrive, c'est lié aussi à la crise Covid, à l'effet de confinement, parce que pendant les périodes de confinement, nous avons beaucoup communiqué auprès de la patientèle à garder les MNU chez eux à la maison et ne pas les rapporter en officine afin de préserver les professionnels de santé qui étaient vraiment en difficulté pendant cette période-là. Ce qui peut expliquer, et puis il y a certaines personnes aussi qui ont peur de ne pas en avoir suffisamment et qui auront tendance à stocker les MNU chez eux. La deuxième étude que je voulais vous parler, c'est l'étude de caractérisation. Par contre, je ne vois pas mes slides. Je ne sais pas si vous les avez. Alors, oui, nous, on les a. Oui, on a le dispositif Parfait. Cyclamède à l'écran. Parfait, nickel. Avec le Bravo. Donc, la deuxième étude dont je voulais vous parler, l'étude gisement, donc l'étude de caractérisation. L'étude de caractérisation, en fait, on va chez 5 sites de grossistes répartiteurs et puis on ouvre nos cartons cyclamètre pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, on va échantillonner nos cartons et on va séparer les différents flux MNU, non MNU. Donc là, ce que vous voyez sur la slide, ce sont les résultats de 2020. En MNU, avec l'ensemble des emballages, nous nous retrouvons à 82,2%, comparé à 2019 où on était à 77,78%. Parmi ces MNU, avec l'ensemble des emballages, on va retrouver 4% des emballages qui sont totalement vides. Donc, c'est pour ça qu'on accentue beaucoup notre communication vis-à-vis de la patientèle afin de retirer les cartons et les notices en papier, de les mettre dans leur bac de tri à la maison avant de les ramener en officine. Et dans cette part des MNU, on va retrouver aussi les MNU donc, qui sont dans leur conditionnement primaire, les blisters, les flacons. On est à 78,2% en 2020, comparé à 74% en 2019. Mais ce qui est aussi surprenant de voir, c'est que notre collecte, en fait, les non-MNU, donc tout ce qui est parapharmacie, compléments alimentaires, dispositifs médicaux, nous sommes passés de 22,2% à 17,8%. Donc, c'est des MNU c'est des produits qui ne doivent pas se retrouver dans nos cartons et on a réussi à baisser leur part, ce qui prouve en fait que nos actions de communication sont assez bien reçues, sont assez bien comprises, qu'il y a beaucoup d'efforts de la part des professionnels de santé et puis on tend vraiment une bonne compréhension du dispositif et du périmètre de Cyclamède et on tend à une collecte vraiment de plus en plus pure. Donc, quant aux chiffres de la Réunion, donc la collecte Cyclamède à la Réunion, en gros, nos points de collecte, ce sont les officines, puisqu'elles ont l'obligation depuis 2007 de collecter les MNU. Donc, on a 246 points de collecte. Nous travaillons avec 3 grossistes répartiteurs. Et en 2020, nous avons collecté 99 tonnes de DIM. Les DIM, c'est notre collecte brute, donc c'est les déchets issus des médicaments, qui prennent en compte aussi les non-MNU qui sont présents dedans, et ce qui représente 79 tonnes de MNU purs collectés sur le territoire de l'île de la Réunion. Donc, en collecte brute, nous voyons une progression de 10% comparé à 2019. Donc, bravo vraiment à tous les Réunionnais pour leurs efforts. Bravo tous les professionnels de santé pour leur implication dans notre dispositif. Et merci encore une fois au SICR qui nous aide beaucoup dans notre communication, dans le développement de notre dispositif et à améliorer aussi notre performance sur le territoire réunionnais. Bravo et merci aussi à vous. Merci Nadine.
Merci. Retour à La Réunion avec Marie-Ève Fermé pour Éco-Immobilier. Le temps d'arriver au micro. Avez-vous des diapositives? Hop. Voilà, ça y est, je suis pareil. Oui, alors quelques diapositives pour vous faire un bilan chiffré de l'année 2020 et puis surtout de vous partager la vision, puisque comme je vous disais ce matin, la filière écomobilier, on est vraiment à ses premiers pas, on va dire, sur La Réunion. Donc les chiffres que je vais vous montrer, c'est le début d'une aventure qui vise à prendre de l'ampleur. Alors, la vision qu'on a, c'est de développer des points de collecte du mobilier sur différentes typologies que sont les déchetteries principalement, mais également chez les distributeurs et dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Alors, pardon pour la mise en page qui n'a pas bien vécu le transfert entre la métropole et La Réunion. Notre vision aussi, c'est de valoriser à 100% les DEA localement via la fabrication de CSR, donc combustible solide de récupération, de manière à être conforme à la stratégie qui a été longuement détaillée et développée ce matin. Pour l'instant, nous travaillons avec l'unité d'Innovest qui est située au nord de l'île, mais il est bien évident qu'à partir du moment où la deuxième unité, ILEVA, sera opérationnelle au sud, on sera, le schéma qu'on vise, c'est celui qui a été défini dans le plan régional, à savoir un traitement au nord des déchets produits au nord, et puis idem pour la partie sud. Alors, où on en est? On en est au début. La collecte a démarré en 2019 avec des distributeurs et des structures de l'économie sociale et solidaire. La collecte est faite par l'opérateur HC Environnement. Et en 2021, on a également commencé la collecte dans certaines déchetteries. Et la production de CSR, elle a démarré en fin d'année. Donc à date, les chiffres que vous voyez, ils ont vocation à fortement croître. Pour l'instant, en arrêtant les comptes à mi-septembre, on a un peu plus de 400 tonnes, mais on a un gisement qui est bien supérieur et qui est de plusieurs milliers de tonnes. Dans les actions un petit peu fortes qui ont été menées, notamment dans le cadre de la plateforme interfilière, on a participé à une collecte dans le cirque de Salazie. Salazie ou Mafat d'ailleurs, j'ai un doute. Oui, c'est Mafat en fait, voilà. Je me disais bien. Donc, qui a consisté à faire de la récupération de plusieurs typologies de déchets par hélicoptère et pour une prise en charge ensuite. On a également mené une opération dans les TAF pour aller récupérer du mobilier. Donc ça, c'est des actions qui, en termes de... montrent en tout cas l'intérêt d'une collaboration entre les éco-organismes, puisque mener ce type d'opération individuellement, c'est pas forcément évident. Un autre élément important sur la filière mobilier, c'est que les barèmes de soutien opérationnel qui sont versés aux collectivités ont été majorés depuis le 1er janvier 2021. Donc pour les collectivités qui sont en contrat avec Écomobilier et qui sont opérationnelles, non seulement il y a le coût évité puisque les déchets d'ameublement sont gérés par l'éco-organisme, mais en plus le soutien opérationnel qui est versé, on a un soutien fixe, un soutien variable, celui-ci est majoré par rapport au contrat de base. Dans les autres faits marquants de cette année, on a lancé au niveau national un appel d'offres pour trouver des nouveaux exutoires. Donc, la manière dont Écomobilier fonctionne, c'est qu'on a des marchés de collecte pour poser des bennes et collecter les déchets d'ameublement. On a des marchés de tri, de traitement qui sont spécialisés sur les différents matériaux qui composent une benne mobilier, pour le bois, pour les matelas, pour les flux qui sont plutôt à vocation de CSR et pour le plastique. Et ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on a également lancé des appels d'offres pour trouver des consommateurs finaux pour les matières qui sont issues d'une préparation en vue du recyclage ou de valorisation énergétique. On fait ça dans l'objectif de stimuler la demande pour nos matières afin de favoriser le recyclage. Alors on mène plein d'autres actions que je ne vais pas forcément détailler ici. Mais si ça peut être votre conclusion.
voilà, des appels à projets, etc. Donc malheureusement, cet appel d'offres s'est révélé infructueux, mais on va être amené à le relancer. Donc on ne perd pas espoir pour qu'il y ait d'autres choses. Voilà. Et alors, oui. Voilà, ce dont je voulais vous parler pour finir, c'est surtout sur l'avenir, avec les nouveautés liées avec la loi AGEC. Donc je vais faire très très vite. Il y a plein de dispositions. Celles qui vont concerner en particulier les distributeurs, ça va être la mise en place d'une reprise obligatoire en 1 pour 1 ou 1 pour 0 selon la taille des magasins. Donc ça, c'est un travail on va faire un accompagnement de ces distributeurs pour leur expliquer les règles auxquelles ils vont être soumis. Et puis l'objectif, ça va être de densifier du coup les points de reprise. On développe également des partenariats pour développer le réemploi entre distributeurs et structures de l'économie sociale et solidaire. Et puis merci beaucoup. Je vais Alors juste, pardon. On va faire des jaloux sinon. Oui, mais 30 secondes juste pour vous expliquer 3 secondes. Il va y avoir des nouvelles REP qui vont rentrer en vigueur. Donc sur la filière ameublement, il va y avoir un élargissement à la décoration textile, donc les produits tapis, rideaux, stores, sur lesquels on va faire une demande d'agrément. Et Ecomobilier va également faire une demande d'agrément sur les 3 filières qui sont à l'écran. La filière bâtiment, une partie des catégories de la filière bricolage et jardin, et la filière jeux et jouets. Donc j'entendais tout à l'heure les messages sur l'accueil prochain de nouvelles filières. J'espère que rendez-vous est pris. Voilà, on fera partie. Merci, voilà. Bien sûr. Merci, rendez-vous est pris, Marie-Ève Fermé. Merci à vous. Est-ce que Florence de Mongin-Fondragon est parmi nous? Florence, êtes-vous là? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, pas très bien, mais on vous entend. Valdélia Mobilier Professionnel. Voilà, ravi de vous retrouver. Vous avez eu le temps de déjeuner? Merci beaucoup. Ah ben non, c'est après quand même, pas à 10 h du matin. Allez, c'est à vous, c'est parti pour le bilan de votre filière. Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, Valdélia est en charge de la gestion des déchets d'éléments détenus par les professionnels. On entend professionnels, donc par exemple les cafés, hôtels, restaurants, toutes les administrations, toute la partie EHPAD, établissement de santé. Du moment que le détenteur effectivement a un SIRET, j'ai envie de dire, est une structure professionnelle, nous faisons la prise en charge du mobilier qu'elle détient. Effectivement, comme le signifiait tout à l'heure Sandrine, et je l'en remercie, s'il n'y a pas de nouveau mobilier, c'est compliqué de travailler sans mobilier pour la plupart de nos détenteurs. Et effectivement, on a eu une chute très, très significative cette année. On a eu des demandes de détenteurs, mais le bilan sur 2020 est assez décevant au niveau de la collecte et du traitement, puisqu'on n'a eu que 18 demandes et des rotations, par contre, de centres de massification volontaires. Fin 2020, donc 33 tonnes seulement ont été collectées et traitées. Nous avons eu des actions quand même de réemploi-réutilisation, notamment par Emmaüs, La Réunion, qui a collecté et réemployé 14 tonnes de mobilier, ce qui est quand même encourageant pour la suite et pour le développement quand le contexte sera un peu plus favorable au changement de mobilier et à du don à du don de mobilier. Je vais réagir un peu aussi sur ce que Marie-Ève a dit et a fait. Valdélia se positionne également sur la filière PMCB, donc les produits et matériaux de construction. Effectivement, il n'y a pas que Valobat. D'autres éco-organismes se positionnent. On croit beaucoup en l'interopérationnalité, en fait, effectivement, quand on cure un bâtiment, quand on prend le mobilier d'un bâtiment qui se vide, on a aussi les parquets, on a aussi les portes, les fenêtres. Et nous essaierons de mettre en place, et nous allons mettre en place dès la création de la filière, et si nous sommes agréés, nous l'espérons, tout de suite, en fait, des synergies entre les deux filières sur les opérations B2B. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la filière et j'essaye de rattraper un peu le temps. Nous vous en remercions. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup.
bonne continuation. Restez avec nous, il y aura sans doute des questions tout à l'heure, sauf si vous êtes morte de faim, mais le temps qu'on termine, je suis là. vous pouvez grignoter en cachette, on ne vous entendra pas. Nicolas Defresne est là également parmi nous pour faire un point pour Soren sur les panneaux photovoltaïques. Nicolas, il n'est pas là? Ah ben si, il est là, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, nous serons deux. Oui. Tu peux venir si tu veux, Anaïs. C'est ce matin Nicolas, on m'a caché des général, choses. Qui est intervenu. Oui. Et moi-même et Anaïs qui prenons le rôle. Alors, je vais vous demander pardonnez-moi, de faire mon travail, c'est-à-dire de vous présenter vous-même, puisque je n'ai pas eu cette information, j'en suis absolument désolé. Vous êtes Je suis Mathieu Vianney et je travaille chez Soren, l'éco-organisme agréé pour le recyclage des panneaux solaires. Et je suis en charge de la relation avec les adhérents. Et votre collaboratrice? Anaïs Boisbeau, en charge des opérations donc de la collecte et du traitement. Mathieu et Anaïs, c'est à vous. Merci. Il y a peut-être une petite télécommande pour les slides ou... Alors malheureusement, vous allez me trouver épouvantable, mais ce n'est pas parce que vous êtes deux que vous avez 8 minutes. Oui, non, on a bien compris qu'on avait 2 petites minutes. J'active de suite. Bon, là, normalement, j'ai une limite supplémentaire. Non, ce temps... je suis dur, mais pas injuste. Ce temps ne vous est pas décompté. Super. Attendez. Donc, pour vous parler en quelques chiffres de Soren, et de ses adhérents. Donc les adhérents sont les fabricants et les importateurs metteurs en marché de panneaux solaires photovoltaïques. Nous comptons 20 adhérents producteurs aujourd'hui sur le territoire de La Réunion. Et pour vous donner un petit peu, vous représenter un petit peu ce que ça signifie en termes de chiffres, j'ai utilisé les chiffres donc, de 2020 où vous avez tout ce qui a été mis sur le marché réunionnais. Donc en termes de quantité, ça représente quelques 10 530 panneaux mis sur le marché en 2020. Ce qui représente également 197 tonnes, si vous voulez une équivalence massique, et une puissance de 3 MW installée. Cette diapo a pour but de vous représenter les 6 points d'apport volontaires parmi les 232 que nous avons sur le territoire français, métropole inclus. Donc 6 PAV, que nous appelons points d'apport volontaire à La Réunion, qui permettent aux petits détenteurs, donc ceux qui disposent de moins de 40 panneaux solaires, de pouvoir trouver proche de chez eux un lieu où ils peuvent se défaire sans frais de leurs panneaux usagés, dans la limite des 40 panneaux. Pardon. Et j'en profite également pour remercier le SICR pour le travail que nous menons de concert tout au long de l'année et qui nous soutiennent et qui nous accompagnent et nous permettent surtout de lutter contre ce que nous appelons les freeriders ou éco-délinquants, c'est-à-dire les fabricants ou les metteurs sur le marché de panneaux solaires qui ont omis de rejoindre l'éco-organisme et de s'acquitter de l'éco-participation. Et je tenais également à remercier la région et la SPL Horizon pour le travail qu'ils font et qui nous permettent justement d'être encore plus efficaces dans la lutte contre ces freeriders, puisque le dispositif, comme le disait ce matin Nicolas, du chèque, permet justement d'identifier les acteurs qui ne seraient pas tout à fait encore en conformité avec la réglementation des 3E. Et je vais passer la main à Anaïs. Donc un bilan de la collecte qui est... donc à travers les points d'apport volontaires comme on a pu le voir et également sur les collectes sur site avec sur La Réunion des 18 tonnes collectées en 2020, 22 tonnes à date en 2021 et sur Mayotte également des démantèlements importants de centrales photovoltaïques avec 95 tonnes en cours puisque c'est un petit peu compliqué comme vous le savez d'exporter des conteneurs. Et donc sur la Réunion, nous travaillons toujours avec RVE sur la collecte et les exports de conteneurs. Un petit point pour vous dire que les panneaux photovoltaïques, il y a un flux assez régulier de panneaux qui viennent de SAV ou de panneaux défectueux, mais de plus en plus, on est sur des chantiers de démantèlement de centrales, avec des organisations logistiques à avoir sur chaque site, et notamment à La Réunion,
135 tonnes à prévoir l'année prochaine. Et juste pour terminer, avec trois nouveaux prestataires avec qui on travaille en métropole pour le moment, sur des techniques différentes de broyage, de délamination également, des panneaux photovoltaïques, avec 3 sites en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Hauts-de-France, avec des expéditions, des tonnes collectées dans les dom-toms pour le moment, en métropole, et au fur et à mesure des volumes qui vont augmenter, le but étant de trouver également des solutions au fur et à mesure en local. Merci à vous. Beaucoup, Mathieu et Annelise. Est-ce que Irshad est avec nous, Irshad Hossein pour Corépil? Tout à fait, je suis toujours là. Welcome back. Merci. C'est à vous. Vous avez des diapos? Alors, malheureusement, non, j'ai pas de diaporama, mais on va le faire en direct. Ce sera parfait. Pas de souci. Du coup, pour la filière Corépil, donc pile et accumulateur portable à La Réunion, donc on est présent à La Réunion depuis un peu plus de 15 ans maintenant, et on a collecté un peu plus de 800 tonnes à date. Donc, Sandrine vous a montré rapidement les chiffres. Donc, on a une bonne surprise sur l'année 2020 de collecter un peu plus que l'année 2019, alors que on a été un peu pris au dépourvu par justement la crise sanitaire Covid, qui a entraîné une suspension des collectes pendant un peu plus de 2 mois. Et ensuite, on a eu également des suspensions de collecte liées aux difficultés d'exportation des conteneurs de déchets dangereux. Effectivement, la filière pile ne peut pas traiter les flux à La Réunion, et donc tout est expédié en métropole par conteneur. Donc 77 tonnes collectées en 2020 versus 74 tonnes. Donc le bilan était plutôt positif, et on espérait pouvoir continuer sur cette dynamique sur l'année 2021 en mettant en place un plan de communication qui faisait part en fait à un retour aux bases. En gros, remettre le sujet du recyclage des piles dans les foyers. Donc on a mené en juin 2021 une vaste campagne de mise à disposition de cubes à piles dans l'ensemble des foyers réunionnais. Donc chaque foyer réunionnais a réceptionné un petit cube à piles qui lui permettait normalement d'avoir un contenant identifié chez lui pour y stocker les piles et les petites batteries. Donc action phare sur l'année 2021, sur lesquelles on attendait des retours du coup quantifiés, chiffrés de volume. Malheureusement, et Sandrine vous l'a un peu expliqué tout à l'heure, la filière pile accumulateur est clairement impactée par les difficultés en tout cas sur les difficultés d'exportation de déchets dangereux. Et malheureusement, aujourd'hui, les collectes sont suspendues depuis cet été, du fait justement de ces difficultés d'exportation. Donc, Corépil, on est resté quand même au soutien de nos partenaires, points de collecte, les collectivités locales, mais c'est aussi toutes les enseignes de la grande distribution et nos partenaires grossistes. Donc, on est toujours présent, et on leur propose bien sûr de leur mettre à disposition des contenants de stockage complémentaires pour permettre, le temps que cette situation se résorbe, de stocker les éventuelles piles et petites batteries qui pourraient être récupérées à leur niveau. Sachant que voilà, les piles et les batteries sont en flux assez lent, et on est sur des contraintes de volumétrie un peu moins importantes que d'autres filières REP aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, pour le contexte à La Réunion, le contexte Mayotte, Franck l'a bien explicité. On est sur un contexte socio-économique un peu compliqué sur ce territoire-là, qui a été aussi, comment dire, marqué aussi par le contexte Covid, qui a un peu déstabilisé le réseau de collecte qui avait été mis en place durant les précédentes années par notre facilitateur en local. Donc là, aujourd'hui, le principal enjeu pour Corépil sur le territoire de Mayotte, c'est de pouvoir remettre à niveau justement les points de dépose qui avaient été mis en place pour les Mahorais. Au niveau de La Réunion, donc au-delà du cas de l'export des déchets qui n'est toujours pas possible à l'heure actuelle, nous avons un enjeu de pouvoir abaisser le seuil des collectes de Corépil, donc le volume minimal d'intervention de Corépil, pour permettre justement d'aller chercher des sites aujourd'hui qu'on ne peut pas collecter, puisque ayant un gisement de piles et accumulateurs portables usagés,
inférieur à ce qui est collecté aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Alors, excusez-moi, je réagis en tant que citoyen. J'ai pas reçu ma petite boîte pour mes piles. Ah, alors ça c'est étonnant parce que normalement tous les foyers Excusez-moi. ont... Bien sûr, je comprends. Non, Vous habitez sur quel territoire à La Réunion? Je m'interdis de poser des questions parce qu'en fait, j'ai pas envie de mettre les pieds dans le plat à chaque fois. Je suis à l'étang Salé dans le sud-ouest. Il y a une très jolie vue sur la mer. Il y a un golf. Vous pouvez venir en vacances, c'est très beau. Je connais un petit peu, mais du coup, je vais me renseigner pour savoir pourquoi vous avez perdu Juste votre... pour info. Ça, c'est censé ressembler à quoi? Une petite boîte C'est une logotypée? petite boîte en carton qui fait 10 par 10 par 10. M'a pas gagné. Donc normalement, vous êtes normalement censé l'avoir reçu, mais je vais regarder ça. Merci Arshad, restez avec nous pour les questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Toujours en visio, on retrouve Laurence Hermis avec Refaction. Êtes-vous là, Laurence? Oui, tout à fait. C'est à vous. Bon, enfin, rebonjour à tous. Merci. Alors, normalement, il y a une petite diapo, je pense, qui doit voilà, juste illustrer un petit peu mon propos. Alors, pour l'instant, on ne l'a pas, mais ça ne va pas tarder. Ouais, bon, je pense que ça va arriver. Donc, petit point sur l'état de la situation de la filière textile et chaussures à La Réunion. Nous l'avons. Vous l'avez, voilà, très bien. Donc, vous voyez s'afficher un peu la cartographie des points de collecte aujourd'hui disponibles sur La Réunion, qui globalement ont fortement augmenté en 6 ans, puisqu'on est passé de 89 points de collecte à 173, et donc on a une progression, on a multiplié par 2 le nombre de points de collecte, on va dire. On observe également le même type de progression assez forte sur la collecte en parallèle, évidemment. Donc, il a multiplié par 3,7 en 6 ans également. Donc, on est passé de 373 tonnes à 1387 tonnes collectées. Tout ça, c'est l'œuvre de, je dirais, 2 gros acteurs. Alors, le principal et prépondérant, Titan Récup, qui est apparu sur l'île en 2014 et qui depuis mène de nombreuses actions en faveur de la collecte, mais aussi de la transformation et valorisation locale. Le second, c'est Emmaüs également, qui est présent au nord et au sud, avec deux grosses entités. Et puis ensuite, on a des Croix-Rouges, Secours catholiques et d'autres petites associations en local qui font de la collecte, mais où on est plus dans du ponctuel, on va dire. Néanmoins, même si on a cette forte progression, on observe cette forte progression, on reste à un taux de collecte à 1,6 kg par habitant, ce qui reste encore en deçà de ce qu'il est possible de faire. En termes de traitement, on a une particularité forte concernant notre filière sur l'île, c'est que on a une majorité de traitement de cette matière en réutilisation ou réemploi. Donc vous le voyez, réutilisation sur réemploi en local, on est à 60%, donc revente en seconde main en local, et réutilisation à l'export, on va dire, sur l'île de Madagascar à 37%. C'est évidemment pas des choses qu'on observe sur le reste de l'Hexagone, puisqu'on est à 56% de réutilisation. Donc ça, c'est vraiment la proximité forte du marché Madagascar qui joue dans ce sens-là. Ce qui fait que du coup, évidemment, le recyclage représente très peu, à 0,3% en chiffon. Et puis, il y a aussi de la transformation en d'autres pièces par TTR, mais qui sont sur des faibles quantités, même si importantes en termes de projet et de perspectives. Et puis, élimination, 3,3%. Voilà, au bilan, les perspectives qu'on peut voir sur la filière concernant le textile et chaussures, ils sont au nombre de 4, mais bon, peut-être un peu plus. Donc, la première perspective, je dirais, c'est de la maximisation de la valorisation locale. Donc, continuer à trouver des solutions de transformation et des marchés en local. TTR évalue par exemple que d'ici 4 ans, cette part-là pourrait prendre 5% de croissance. Accroître les boutiques de seconde main, même s'il y en a beaucoup, on peut encore accroître. Et puis, en valorisation locale, la perspective du CSR via l'unité qui arrive d'ici 2 ans permettra aussi de diminuer l'élimination parce que le textile est un bon combustible pour le CSR. Deuxième perspective, l'accroissement bien sûr de la collecte. Elle peut encore être accrue, c'est dans les volontés des acteurs. Et on voit bien parce qu'on a un ratio de collecte par PAV très important, ce qui veut dire qu'on pourrait démultiplier encore les capacités de points d'apport. Mais cette croissance de la collecte nécessitera une capacité aussi de traitement de cette croissance. Donc, en particulier, plus on collectera, plus on risque d'avoir de la matière non réutilisable.
qui est, comme je vous l'indiquais un peu ce matin, un des enjeux forts de demain. Donc là, on peut imaginer dans les années à venir travailler sur cette partie-là, hein, en termes de recyclage, trouver des projets de recyclage en local ou à l'export, ou en oui, c'est ça, ou en préparation tri matière. Merci. En conclusion, j'en ai pour un mot. Je vous en prie. Juste, à ce sujet-là, vous redire qu'on lance la semaine prochaine justement un appel à candidature qui s'appelle Challenge Innovation, qui est un projet cette année vraiment d'open innovation. Et on espère bien avoir des candidatures sur la Réunion. Donc, je suis à votre disposition aux uns et aux autres pour en échanger en amont ou après le lancement. Vous recevrez de toute façon l'information localement. L'information est passée. Merci Laurence. Merci Laurence. Merci beaucoup. Restez avec nous s'il y a des questions à l'issue. Et retour à la... Merci. David, êtes-vous prêt? Alors David, 3 filières, 3 x 4, 8 minutes? Je plaisante. Allez, sentez-vous à l'aise. Avez-vous des diapos, David? Oui. On vous écoute. Alors. Bon, maintenant que je sais que c'est pas décompté, ça va, je stresse moins. Est-ce que vous seriez peut-être plus à l'aise sans votre masque? Ah oui, il y a ça aussi. Ah, les courbes sont en haut, c'est bon signe. Filière Merci. pneus AFPUR, l'association de valorisation des pneus usagés de La Réunion. Comme ce matin, pour ceux ou celles qui n'étaient pas là, je vous salue. Et je remercie dans un premier temps les importateurs de pneumatiques qui adhèrent à la filière depuis 2003 et qui permettent de fonctionner, notamment financièrement, grâce à leur contribution environnementale. Donc, AFPUR, c'est 60 adhérents en 2020 et 386 points de collecte, les garages, les stations-service, les centres de montage, et aussi depuis 2018 ou 2019, je pense, les collectivités. Par un arrêté préfectoral, nous prenons aussi en charge les pneus issus des ramassages des collectivités. Donc en tonnage, on est à 6105 tonnes valorisées. Ouais, je vais tout mettre comme ça va être très bien. D'abord sur les importations, on a un peu baissé les importations en 2020. On représente 80% des pneus importés à La Réunion. Il y a encore des importateurs de pneus qui ne sont pas adhérents à l'AFPUR. Et donc sur les collectes, un peu de baisse aussi, le confinement en mars-avril. Et les valorisations, tonnage valorisé à peu près identique, puisqu'on est proche de zéro entre d'augmentation. 100% matière, ce que je disais ce matin, en 2013, la filière valorisait ses pneus à 90% valorisation énergétique à l'export. Un gros travail a été réalisé par Solival, notre prestataire, pour multiplier ou diversifier les applications. Et depuis 2015, on est à 100% de valorisation matière. Et cette valorisation, elle est importante, surtout quand elle peut ou elle se fera au maximum en local. Et ce travail de qualité a amené à créer l'usine Soligum, donc les produits finis à base de granulats de caoutchouc. Et on compte vraiment sur la vente de ces produits, puisque nous, les producteurs, on est responsables jusqu'à la valorisation finale. Plus on sécurise notre filière, plus on est proche de remplir correctement nos obligations légales. Et Solival le fait bien. Soligum n'attend plus que des acheteurs ou des acheteuses particuliers ou publics, et la loi AGEC va peut-être favoriser ça, avec ces achats publics qui doivent privilégier les biens recyclés ou qui intègrent des matières recyclées. Ça, c'est l'enjeu, puisque on est à 80% d'exportation encore. L'idée, c'est que ces 80% d'export soient remis en local, et c'est à courte échéance, je crois, à moins de 10 ans pour Soligum, 5 ans. Mais les années passent vite, puisque ça fait déjà 2 ans que Soligum existe. La deuxième filière, c'est VHU Réunion. Alors, je voulais vous faire une belle photo de notre île. C'est une vingtaine de véhicules, puisqu'on est à 6000 aujourd'hui, mais c'est tout ce que l'on rencontre au quotidien, et les difficultés de collecte, de ramassage, mais aussi les difficultés de repérage pour
pour ceux qui sont et celles qui sont sur le terrain. VHU Réunion a été créé en 2019, mais a commencé son activité en 2020. Merci aux concessionnaires importateurs automobiles de La Réunion. 100% des concessionnaires adhèrent à la filière, à l'association. Et on a contractualisé avec 22 marques automobiles qui financent le dispositif en Outre-mer et donc à La Réunion. On a conventionné avec les 5 intercommunalités, d'ailleurs j'en oublie mes slides. Voilà. On a donc conventionné avec les 5 intercommunalités et les 22 communes sont en tout dans le dispositif, puisqu'elles gardent la main sur le repérage, l'identification des véhicules, des propriétaires plutôt, et des mises en demeure et des réquisitions pour destruction. C'est à partir de ce moment-là seulement que nous pouvons aller enlever, collecter et amener ces véhicules dans les centres de recyclage qui ont répondu à notre appel d'offres en 2020. Ils étaient 4 en 2020 et un nouveau qui est arrivé, Casse de la Source, en 2020. Je l'ai nommé quand même, parce que je le dis à chaque fois pour les filières. Donc on a 2 collecteurs A2P et Auchong-Semré sur le territoire et 4 centres VHU, donc Aldo Recyclage, Métal Réunion, Cube et Général Auto en 2020 et un 5e qui est arrivé, c'est Casse de la Source en 2021. Les EPCI, les communes, j'en ai parlé, des mises en demeure. Ah, je suis allé trop vite. Donc la moyenne des collectes depuis plus d'1 an et demi, c'est 21 jours. Entre le moment où on a le top départ, les papiers qui vont bien, on a 21 jours en moyenne, parce qu'il y a des difficultés parfois pour accéder à des véhicules, mais la moyenne c'est de 21 jours, et 50% presque en moins de 10 jours. 1634 VHU détruits en 2020, et au 30 août, on était à 2678, plus 6000 qui sont en tout, c'est 6000 VHU repérés depuis notre activité. Des chiffres importants, c'est les collectivités, voilà, c'est les pourcentages sur les 6000 VHU repérés, enfin détruits plutôt, la répartition par collectivité, alors sachant que certaines viennent aussi d'arriver en 2021. Donc on a les chiffres 2020 et les chiffres 2021, mais on pourra aller plus loin tout à l'heure, parce que je sais que c'est minuté, donc il faut que j'avance. Par contre, ceux-là sont importants. Les VHU identifiables. Évidemment que dans le dispositif, dans le plan d'action, la réglementation qui est sortie, on doit aller chercher les VHU abandonnés, certes, mais on doit éviter aussi que ça se reconduise chaque année. Pour ça, un bon moyen, déjà, c'est l'identification, la mise en demeure du propriétaire, puisqu'il sera sensibilisé à son abandon de déchets. Et plus on repère des VHU qui sont identifiables par leur plaque d'immatriculation ou leur numéro de châssis, plus on augmente ces chiffres-là. En moyenne, aujourd'hui, on est pas mal, c'est 60% sur le territoire de La Réunion de véhicules identifiables. Des lieux de collecte, là aussi, on a vu augmenter les repérages sur terrain privé, puisqu'habituellement, on allait, les collectivités faisaient ce travail déjà depuis des années. On allait là où c'était le plus visible, sur la voie publique, c'est 52% des enlèvements, mais on voit qu'on a de plus en plus de repérages et d'enlèvements faits sur terrain privé, donc des véhicules plus difficilement accessibles, visibles, mais qui occasionnent les mêmes problématiques de pollution ou de risques sanitaires. La dernière filière, je suis comment au niveau timing, ça va? Parce que c'est celle-là qui est la plus longue quelquefois pour ATBR. On a donc 80 adhérents issus des métiers de l'automobile, mais aussi des autres métiers plus industriels, les solaristes, les métiers d'électricité, de la téléphonie, des nettoyages industriels. On s'occupe donc de collecter les batteries automobiles et industrielles de tout type. Je vais encore trop vite. C'est 455 points de collecte en 2020. Les importations ont un peu baissé en 2020 et on représente 93% des batteries importées à La Réunion. Les collectes ont bien augmenté en 2020 puisque c'est 16% malgré le confinement. Et on a aussi donc un collecteur que je n'ai pas nommé ce matin, JS Transport. Je le remercie bien aussi puisqu'en ce moment c'est un peu dur pour lui puisqu'on est vraiment en mode dégradé au niveau de la collecte. Et aussi notre prestataire qui reçoit, réceptionne et réemballe aux normes internationales de transport maritime et réempote nos batteries pour les exporter en métropole, c'est Suez, qui fait son travail correctement depuis des années, encore plus en ce moment pour nous trouver des bateaux. Un taux de collecte de 71% en 2020. Ce qu'on fait, comme avec Solival, on récupère de la matière, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais
Du déchet, on passe à de la matière première secondaire, c'est quand même la vertu de nos filières. Les batteries au plomb, l'essentiel du plomb repart en fonderie pour refaire des lingots de plomb et des batteries neuves. Et ensuite, on va voir les autres catégories de batteries. Ça, c'est un sujet aussi très sympathique à échanger tout à l'heure ensemble, puisque nous avons les batteries au lithium-ion, issues essentiellement des batteries de voitures, des véhicules électriques hybrides, sur lesquels nous sommes bloqués aussi, puisque nous avons préparé toute la filière. La logistique, on va dire, est prête, les autorisations sont prêtes, le centre de recyclage en France hexagonale est prêt, sauf que nous n'avons pas de bateau. Voilà, pour le recyclage, ça c'est quand ça marche, on va dire, quand il y a des bateaux. Justement, c'est l'actualité. Aujourd'hui, voilà un des points de collecte, on a nos bacs réglementaires à droite, et puis ce qui s'entasse au fur et à mesure depuis 3 mois. Depuis l'arrêt des exports, ou du moins on a réussi à quand même faire partir quelques bateaux mode très dégradé, 40%, on n'a collecté que 40%, et donc ça s'entasse. Donc on ne va vraiment pas tenir plusieurs mois. Il y a l'impact sur le terrain, la place que ça prend, mais il y a aussi l'enjeu financier, puisque 80% des recettes d'ATBR, c'est la revente de ces batteries aux recycleurs en France hexagonale. Donc si on n'exporte pas, on ne revend pas. Si on ne revend pas, on n'a pas de sous. Si on n'a pas de sous, on ne paye pas nos prestataires. Donc ça aussi, on a tenu 3 mois, mais ça va être dur de tenir plus longtemps. On va en discuter tout à l'heure, mais je le répète, 2 demandes. Avoir la possibilité d'un stockage temporaire des conteneurs préparés à l'export, ce qui permet de libérer de la place sur la seule plateforme de déchets Suez, et donc de continuer les collectes, mais à 100%. Et l'autre, c'est une première, peut-être c'est la réunion de tout à l'heure, avec l'ensemble des acteurs liés, puisque là, autour de la table, on a besoin des sachants et des sachantes de chaque métier pour construire notre filière d'aujourd'hui. Là, c'est maintenant, c'est pas trouver des idées dans 1 an ou 2 ans, c'est maintenant qu'on doit collecter les 15 000 batteries mensuelles, mais je suis sûr qu'on va trouver les outils toutes et tous ensemble. Merci. Merci à vous, David. On a bien compris qu'il y avait des attentes fortes. Jennifer, êtes-vous là? Oui. Ah, je crois qu'on vous entend aussi mal que tout à l'heure, non? Ah. On a progressé. On a progressé. Normalement, c'était... Pour Aper Pyro, donc je vous rappelle, ce sont des produits pyrotechniques des bateaux de plaisance notamment, c'est Jennifer, et bien sûr, Aper Pyro n'est pas encore présent à La Réunion. Non, en effet. Donc, normalement, vous avez un petit diaporama qui doit apparaître, où vous allez pouvoir voir à quoi ressemblent les produits dont on parle, puisque effectivement, ce sont bien les feux à main, les fumigènes et les fusées parachutes qui sont aujourd'hui présents dans les bateaux, dans les différents navires, que ce soit les navires. Alors Jennifer, excusez-moi, je vous confirme qu'on vous entend très très mal. On vous reçoit, allez, on va dire en lisibilité 3,5 sur 5. Donc je voyais que vous aviez dans la main le micro rapproché de la bouche. Je ne sais pas s'il faut essayer de le mettre soit plus près, soit plus loin, mais on va avoir besoin, sinon on va tendre l'oreille. Et alors en plus ici, notre clim étant en panne, on a trouvé le coup des anciens, c'est-à-dire qu'on remplace la climatisation par le courant d'air. Ça marche, mais forcément, les portes claquent. Allez-y. Et de votre côté, est-ce que c'est mieux si c'est comme ça? Allez, si vous parlez, puis on vous dira, je me permettrai peut-être de vous interrompre à nouveau si jamais ça passe mal. C'est à vous, Jennifer. Okay. Donc pour nous, c'est effectivement l'idée de vous représenter l'ensemble des éléments. Je vais passer assez rapidement sur les principaux éléments qui ont déjà été évoqués ce matin, donc à savoir le fait que nous sommes actuellement dans une fin d'agrément, que nous attendons actuellement donc, la sortie du prochain cahier des charges pour pouvoir démarrer un nouvel agrément à compter de 2022, que celui-ci porte sur aujourd'hui la collecte et le traitement des feux de détresse périmés des plaisanciers, et je reviendrai à la fin de la présentation sur les évolutions à venir. Donc, pour les personnes qui n'étaient pas présentes ce matin, juste un petit rappel des éléments principaux, à savoir que le budget de fonctionnement aujourd'hui de l'Aper Pyro est un budget donc de 500 000 € et que nous sommes 2 personnes au sein de l'éco-organisme à travailler sur l'ensemble de cette filière. Que cela représente aujourd'hui, en métropole, nous représentons donc 70 tonnes de produits mis en marché, 8 adhérents,
2 centres de traitement seulement disposent des autorisations pour pouvoir traiter ces produits sur le territoire métropolitain. Et donc, nous avons collecté 25 tonnes de produits en 2020. Aujourd'hui, l'organisation, c'est une organisation qui permet de réaliser la collecte dans les magasins d'accastillage, dans les lieux de vente des produits pyrotechniques. Et nous réalisons une collecte donc dite en 1 pour 1, puisque à ce jour, seuls les produits qui sont les produits collectés ne peuvent être collectés que dans le cadre où les produits sont rapportés en échange. Les évolutions donc, pour 2022, comme cela a déjà été évoqué, ce sont donc des obligations à la fois de collecte dans le cadre du 1 pour 1, mais également une évolution dans le cadre du 1 pour 0. Puisque désormais, il n'y aura plus cette obligation de devoir racheter un produit pour pouvoir rapporter ces produits périmés, puisqu'on parle bien, nous, dans le cadre de notre filière, uniquement des produits périmés. Ces produits ont une durée de vie de 3 à 4 ans. Et donc, à l'issue de cette période, le système pyrotechnique à l'intérieur peut être défaillant. Et donc, il nécessite d'être rapporté en magasin d'accastillage. Seul lieu aujourd'hui disposant des autorisations pour pouvoir entreposer ces produits. On est bien là sur cette problématique liée réellement à une problématique de sécurité notamment, puisque pour pouvoir entreposer ces produits, il faut disposer d'un certain nombre d'autorisations. Et donc, les lieux de vente de ces produits disposent de ces autorisations en question. Et donc, en ce qui concerne les perspectives qui vous concernent plus précisément, donc nous avons réalisé un état des lieux sur la Guadeloupe, sur la Martinique, qui a donné lieu à un appel d'offres. L'état des lieux sur les filières qui est actuellement en cours sur la Réunion, et donc je remercie le travail de SICR sur cette étude, puisqu'aujourd'hui, nous allons pouvoir connaître plus précisément comment arrivent les produits pyrotechniques sur le territoire, qui sont les revendeurs de ces produits, et également pouvoir disposer d'une première image sur les modalités de fonctionnement qui pourraient être envisagées par la suite. Bien évidemment, nous allons devoir lancer un appel d'offres ou à minima passer par une table de dialogue compétitif, puisque comme je l'indique ici, la partie appel d'offres que nous avons lancée sur Guadeloupe et Martinique a été déclarée infructueux, puisque nous avions lancé un appel d'offres sur 4 lots, collecte, entreposage intermédiaire, transport et traitement, et sur l'ensemble des 3 premiers lots, nous n'avons pas eu de réponse qui permettait de pouvoir donner une suite positive. Donc l'idée pour nous, c'est bien évidemment de rentrer là sur les prochains mois dans cette phase de dialogue compétitif pour, une fois que nous aurons eu bien évidemment l'état des lieux, pour pouvoir ensuite co-construire quelque chose qui nous permettra de pouvoir apporter la solution la plus adaptée, la solution qui permettra surtout de limiter les risques, aussi bien sur l'entreposage de ces produits, et de trouver la meilleure solution, soit sur le transport, soit sur un traitement qui permettra d'avoir un traitement défumé, mais également de ne pas entreposer ces produits pyrotechniques de manière trop longue, et surtout de retirer ces produits d'autres lieux qui peuvent être aujourd'hui, par exemple, malheureusement encore déposés certaines fois dans les produits, ça pouvoir arrive. engendrer des problèmes. Merci, Voilà. merci Jennifer, merci beaucoup pour votre intervention et votre engagement. Pour l'intervenant suivant, l'éco-organisme suivant, c'est EcoDDS, qui n'est malheureusement pas, je crois, présent en visio cet après-midi. Mais c'est Sandrine Sinipael du SICR qui va prendre le relais, nous dire quelques mots, sans oublier d'attraper un micro au passage, sauf si les micros du pupitre sont branchés. Vous m'entendez ? Oh, très bien. Ok.
Alors, pour ceux qui étaient présents, ça va être une redite par rapport à ce qu'a dit EcoDDS ce matin. En fait, pour le territoire de La Réunion, EcoDDS n'est pas encore réellement opérationnel sur le territoire. Ils ont sollicité les collectivités qui n'ont pas souhaité pour le moment, pour diverses raisons, mettre en place le système. Et du coup, ils vont déployer un dispositif complémentaire qu'ils ont mis en place en métropole, mais également dans les autres DOM, notamment aux Antilles, qui s'appelle le dispositif complémentaire Récupo Bac. Et apparemment, entre le moment où je vous parle et la fin octobre, il y aura potentiellement 9 points de vente qui vont être déployés sur le territoire, qui vont permettre de récupérer certains types de déchets issus de la filière DDS. Ça va être essentiellement les déchets acryliques et les déchets solventés, si j'ai bien compris. Voilà. Merci Sandrine. Vous avez autre chose à nous dire ? Non, c'est tout pour la filière. Merci. Alors, on va vous libérer et on va faire un point sur les autres filières. Et pour nous en parler, je ne sais pas s'il faut vous la présenter encore. Elle est ingénieure éco-circulaire à l'ADEME, économie circulaire. C'est Roselyne Boucheron qui rejoint l'estrade de son grand pas alerte. Le micro HF est reparti avec Sandrine ? Non, il est là. Oui, puis c'est pas la peine de vous baisser. Il n'y a qu'au César qui se baisse comme ça, mais les micros sont de très bonne qualité. C'est pas la peine de vous tordre des cervicales, ils marchent très bien. Très bien. Donc, effectivement, j'ai coutume, lors du bilan des filières annuelles portées par le SICR, d'intervenir pour présenter les filières qui ne sont pas représentées par le SICR, dont les éco-organismes soit n'existent pas, soit ne sont pas représentés par le SICR. Donc, en fait, ces filières, que j'ai l'habitude de présenter, elles sont normalement au nombre de 3. Et donc, il s'agit des huiles minérales usagées, des linges et textiles usagés et des intrants agricoles en fin de vie. Alors, j'ai eu la surprise, et je trouve ça très bien, que Laurence Hermis, en fait, de Refashion, a présenté les chiffres concernant effectivement les linges et les textiles usagés. Je vais juste quand même faire un petit complément d'information par rapport à cette filière qui est portée localement par effectivement TTR, Titang Récup. Titang Récup qui existe effectivement à La Réunion depuis 2014. Donc elle est en partenariat donc avec l'éco-organisme Refashion, notamment sur la partie collecte. Donc l'ensemble des points de collecte, il y a les bornes, les points d'apport volontaire sont sont supérieurs à 200, répartis un petit peu partout sur le territoire. On les reconnaît, c'est les petites bornes avec les petits lambrequins là. Donc sur la partie collecte, effectivement, ils sont en partenariat avec Refashion, mais c'est vrai que sur la partie centre de tri, qui est quand même relativement importante sur le territoire, il n'y a toujours pas effectivement de financement de la part de cet éco-organisme, parce qu'il y a un petit souci sur le respect du cahier des charges, notamment sur les aspects recyclage qui ne sont pas forcément conformes à ce qu'attend Refashion, notamment sur la partie effilochage, qui est une manière de recycler les textiles. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais rajouter sur la filière linge et textiles usagés. Sur la filière huile minérale usagée, donc effectivement on a coutume de présenter cette filière-là parce que de façon historique, c'est l'ADEME qui finance sur son budget propre cette filière, qui était historiquement financée par une TGAP qui était prélevée sur ces produits-là. Donc cette filière, c'est une filière qui va évoluer puisque la loi AGEC prévoit qu'elle soit couverte par un agrément d'ici le 1er janvier 2022. Donc le cahier des charges est actuellement en cours de rédaction. Donc cette filière sera également représentée, on l'espère, par un éco-organisme qui assurera donc, le financement de la collecte, du recyclage et de la régénération. Néanmoins, pour faire le point sur cette filière, donc les collectes sont annuellement, depuis quelques années maintenant, les tonnages collectés sur cette filière évoluent pas, sont relativement stables, aux alentours de 2000 tonnes. Donc les taux de collecte, donc on est à peu près aux alentours de 65% de taux de collecte. Et depuis 2016, en fait, donc la convention qui existe entre Suez,
Oui, parce qu'effectivement, le partenaire local, c'est Suez pour la partie collecte, et la partie recyclage, qui est de la valorisation énergétique, c'est à la centrale CTBR. Donc depuis 2016, ce partenariat a évolué et permet effectivement l'exportation d'une partie de ces huiles minérales usagées qui sont collectées. Donc sur les 65% d'huile collectées sur le territoire de La Réunion, il y a à peu près 50% qui est destiné à l'export. Donc ça, ce sont les chiffres jusqu'en 2020. Donc vu la situation qui a été décrite depuis ce matin sur l'exportation des déchets dangereux, évidemment, les huiles minérales usagées font partie de cette catégorie. Donc la situation est aussi complexe que pour les batteries au plomb. Voilà sur les huiles minérales usagées. Enfin, la dernière filière, qui est une filière qui est en place, donc c'est une des dernières filières volontaires qui a été portée initialement par la Chambre d'agriculture à La Réunion, qui est maintenant autonome depuis 2019. Il s'agit de la filière agrofourniture qui concerne les intrants agricoles en fin de vie. Donc les acteurs qui financent la filière, donc qui financent l'éco-organisme EcoAgri, ce sont les distributeurs et les négociants d'agrofourniture. Donc c'est des acronymes un peu barbares. Donc la filière fonctionne par collecte ponctuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas des points de collecte, c'est annuellement, il y a quelques jours de points de collecte qui concernent ce qu'on appelle les EVPP, c'est les emballages vides des produits phytosanitaires, et les EVPF, qui sont les emballages vides des produits fertilisants. Donc, pour l'année 2020, donc, pour les emballages vides des produits phytosanitaires, 8 tonnes, alors ça peut représenter pas grand-chose, mais c'est une évolution assez conséquente par rapport à l'année précédente. Il y a plus 44% des tonnages collectés. Donc les emballages vides phytosanitaires, donc il y a tout un protocole en fait de préparation de ces emballages vides pour les sortir en fait du statut de déchets dangereux. Donc les agriculteurs doivent les rincer. Enfin, il y a tout un protocole qui a été mis en place et qui a été validé pour déclasser ces emballages. Et donc 3 jours, il y a 3 jours de collecte dans l'année qui sont organisés. Voilà sur la filière agrofourniture. Donc je ne sais même pas si est-ce que j'ai dit le nom de l'éco-organisme. Laurent n'a pas suivi, donc il ne va pas savoir. Donc l'éco-organisme, il s'appelle EcoAgri. Je ne sais plus si je l'ai dit, je suis désolée si j'ai oublié. Donc l'évolution de cette filière, donc pour l'instant, effectivement, c'est les emballages vides des produits phytosanitaires qui sont concernés, les emballages vides des produits fertilisants. Ponctuellement, tous les 2 ans, il y a les PPNus et les produits phytosanitaires non utilisés. Et là, en fait, ils souhaitent élargir leur champ pour capter également les emballages vides des produits d'hygiène et d'élevage. Voilà pour mon intervention. Merci. Pardon pour cette... J'ai été perturbé par un échange avec le patron. Je suis désolé. On fait un petit point communication. Vous le savez, parmi les compétences de la plateforme, on trouve aussi ces missions de com. C'est un outil important, on l'a beaucoup dit ce matin. Il y a notamment un enjeu de motivation, de l'engagement citoyen. Donc l'idée, c'est de faire connaître au plus grand nombre les actions qui sont menées. Donc pour la plateforme, c'est Marina Oumou qui s'y colle. Encore une petite dizaine de minutes. Bienvenue. Est-ce que tu as des diapositives, Marina? Oui, j'en ai. Tu es chez toi. Super. Rebonjour à tous. Alors, effectivement, le point communication, la communication occupe une grande part du travail de la plateforme Interfilières REP. Donc, je voulais juste revenir sur 2 événements qui ont marqué ce mois de septembre. Je trouve que ce mois de septembre a été très chargé, en tout cas pour l'équipe du SICR et les autres équipes. Alors, du coup, on a eu le colloque REP qui nous réunit aujourd'hui, notre belle exposition photo recyclage La Réunion, donc, qui est un très bel outil pour faire connaître les filières REP à l'ensemble des Réunionnais. Et vous avez pu retrouver également le SICR au Salon de l'écologie, donc durant 3 jours, le 17, 18, 19 septembre à la Nordève. Donc on a été en quelque sorte la vitrine de nos éco-organismes et les Réunionnais ont pu découvrir les filières REP à notre stand. Notre stratégie communication sur les réseaux sociaux se font via 2 canaux, donc nos pages Facebook Déchirep Réunion Mayotte, que vous connaissez déjà.
qui est présenté lors de tous nos cotecs, Déchets REP Réunion Mayotte, également notre page LinkedIn, Déchets REP Réunion Mayotte. Petite nouveauté, donc, on a essayé de mettre en place le saviez-vous qui commence dès ce mois-ci. Le saviez-vous sur les éco-organismes, sur les filières REP, des petites idées reçues sur les filières déchets, donc, pour une publication bimensuelle. Vous avez toujours notre site internet déchets-rep.com, qui inclut les territoires de la Réunion et de Mayotte également, qui a été mise à jour, qui est en train de se mettre à jour pour le contenu. Je vous invite aussi à retrouver toutes les petites actualités de notre plateforme Océan Indien et les petits renseignements sur toutes nos filières REP et les éco-organismes de la plateforme. Je finis pour vous donner un prochain rendez-vous. Ça sera au mois de novembre, le 23 novembre. Sera organisée une matinale d'information pour les distributeurs, pour les informer sur les filières REP et sur les procédures à suivre pour évacuer vos déchets REP dans les entreprises et autres. Voilà, merci. Merci beaucoup, Marc Naomi. Merci pour ce point précis. Alors, malgré cette rigueur que vous me reprocherez peut-être, nous avons pris un peu de retard. On avait prévu du temps pour de l'échange, il en reste très peu. Ça veut dire que je vais pouvoir vous donner la parole quelques minutes si vous avez des questions, des réactions, des points qui vous ont sauté à l'esprit sur lesquels vous voulez intervenir. Profitez des intervenants qui sont encore ici sur l'estrade et de ceux qui auront bien voulu rester en visio. Est-ce que parmi vous, il y en a dans la salle qui souhaitent rebondir, apporter des compléments ou poser des questions ? On m'a dit que les autres années, c'était plutôt agité, qu'il y avait beaucoup de questions, n'est-ce pas? Je regarde mes camarades du SICR là-bas. Ça s'appelle un bide, c'est ça? Donc tu as un micro à donner à quelqu'un? Non? Quelqu'un a levé la main? Oui, bien sûr. De se rapprocher en espérant que ça donnera le ton aux autres pour se lancer et poser leurs questions. Alors, on va faire comme aux enchères, une fois, 2 fois, et tant pis pour vous, 3 fois. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Merci en tout cas. Alors, je vais peut-être libérer nos amis qui sont en visio et nos amis qui sont sur l'estrade. Et puis, pour terminer ce tour et peut-être nous dire quelques mots de synthèse, je vous rappelle que dans 40 minutes, un petit peu moins maintenant, on va commencer donc cette fameuse table ronde dont... vous attendez tous beaucoup par rapport aux questions de transport. David Pince-Poche l'évoquait il y a encore quelques minutes. Donc, on va faire une petite pause entre-temps, mais il faudra bien rester avec nous pour ça. Peut-être pour quelques mots de synthèse sur ce qui vient d'être dit, je vais demander à Jean-Michel Bordage de bien vouloir revenir avec moi sur l'estrade. À la sportive, par l'entrée des artistes. Est-ce que vous avez un micro ? Eh bien alors, mettez-vous ici au pupitre. Juste quelques mots de synthèse pour vous remercier de tous ces échanges extrêmement riches. On a vu la grande diversité des éco-organismes, la grande diversité des actions et des interventions sur les territoires, avec toujours ce souci d'être présent auprès de l'ensemble des partenaires. Alors, moi, je vais surtout vous dire quelques mots sur la plateforme, qui est notre organisme de mutualisation. Donc, comme vous avez pu le voir, le deviner ou le comprendre, on continue à travailler avec Hervé Grimaud, avec Philippe Maucan, avec M. Cambon, sur les questions de continuité de cette plateforme, puisque là, on marque un point d'étape, vous l'avez dit. Dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, notre perspective étant de reconduire l'ensemble des partenariats pour le début de l'année 22, enchaîné avec les nouveaux arrivants. Donc un travail actif en ce moment sur les aspects techniques, sur les aspects contenus, avec différentes choses que je vous ai déjà dites, mais que je vais quand même pouvoir repréciser. D'une part, effectivement, approfondir le partenariat et le collectif outre-mer, ultramarin et en lien avec le national. Donc renforcer les relations, les échanges entre les éco-organismes déjà entre eux, entre les éco-organismes au niveau local, au niveau national, faire en sorte que l'on puisse davantage encore tenir compte de nos réalités.
Probablement, c'est une des remarques qui nous a été faite, qu'on a introduite plusieurs fois sur l'ensemble des dispositifs et sur le caractère opérationnel. Je pense que les éco-organismes en tiennent compte. On a vu dans le futur 2002 un certain nombre de choses très intéressantes. Peut-être simplifier, aller vers la simplification, notamment au niveau des appels d'offres. On s'est rendu compte, par exemple, bon, c'est des détails techniques, mais ils ont quand même leur importance sur la mise en œuvre. Une remarque qui nous était souvent faite, et je rebondis aussi sur ce que disait Hervé ce matin, les appels d'offres ne sont pas forcément, les outils ne sont pas toujours forcément adaptés aux réalités ultramarines. Donc ils sont souvent taillés pour l'hexagonal. Donc peut-être un défaut de jeunesse qui est en train de se corriger aujourd'hui. On va vers une notion aussi. L'idée, c'était une des recommandations qui était faite, notamment par la Cour des comptes et par les ministères, c'est d'aller vers quelque chose de beaucoup plus simple et d'adapter nos outils pour que ça marche mieux. Troisième élément dans les pistes sur lesquelles on est en train de travailler aujourd'hui, en dehors de tous les aspects techniques, on s'est rendu compte, et ça a été répété à plusieurs fois, qu'il faut sensibiliser, informer, il faut que le citoyen contribuable puisse intervenir de manière producteur de déchets, puisse utiliser l'ensemble des dispositifs de manière particulièrement efficace. Donc il y a un énorme enjeu de communication, d'information des publics, pour également pouvoir les mobiliser dans une logique que l'on connaît déjà. On s'est rendu compte aussi, moi c'est quelques pistes que je vous donne telles quelles, hein, on s'est rendu compte aussi que pour l'instant, c'est une évidence, hein, les filières REP, les éco-organismes travaillent beaucoup avec les collectivités, en charge notamment de la gestion des déchets. C'est, je dirais, un partenariat naturel qui coule de source, hein, puisque ce sont les collectivités qui sont, c'est le maire, hein, même quand il donne sa compétence, qu'il la transfère à un EPCI qui est en charge de la bonne gestion des déchets. On s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait continuer à travailler beaucoup avec les institutionnels, avec les mairies, qui avaient probablement un rôle de lobbying que pouvaient jouer ces plateformes et qu'il fallait poursuivre dans cette direction. On va avoir un exemple criant tout à l'heure. Mais qu'il fallait aussi tenir compte, aujourd'hui, élargir le scope et pas seulement se limiter aux institutionnels et aux collectivités, qu'on avait un énorme enjeu également au niveau des entreprises. Donc on a un certain nombre de pistes techniques qu'on a listées aujourd'hui, sur lesquelles on travaille, dans la perspective donc de reconduction globale de ce dispositif de plateforme sur lequel nous sommes tous d'accord pour continuer, et sur les aspects mis en œuvre. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais vous garder encore une... Merci. Je vous garde encore une toute petite seconde à côté de moi. Je ne voudrais pas outrepasser la mission qui m'était confiée aujourd'hui. Mais il paraît que vous allez partir à de nouveaux horizons. Donc, à titre personnel, j'ai eu le plaisir de travailler avec vous plein de fois. Ça a été vraiment un grand plaisir. Et j'aurais aimé associer tous les gens qui sont là et puis vous dire, au-delà de bonne route pour la suite, merci pour votre engagement et tout ce que vous avez fait pour le territoire. Vous allez nous manquer. Et bienvenue à la personne qui vous remplacera. Vous avez 30 minutes de pause et on se retrouve ici à 16h pour le début de la table ronde. À tout de suite. Ne partez pas surtout, hein.